Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Depuis le courant du XIXe siècle, les partis libéraux ont à des stades divers contribué de manière décisive au développement et à l'enracinement de régimes démocratiques et constitutionnels en Europe de l'Ouest, à l'émancipation des hommes et des femmes à travers des politiques humanistes de participation démocratique, extension du suffrage universel, d'affirmation de droits fondamentaux inaliénables, comme ceux de la liberté d'expression, de réunion, de croire ou de ne pas croire, de droit à une justice indépendante qui préserve les libertés individuelles, ou encore d'un socle de droits minimaux, par exemple en matière d'éducation, obligatoire et gratuite. Ils luttèrent en première ligne pour une constitutionnalisation des régimes politiques européens, qui mettent fin à l'absolutisme royal, encadrant de jeunes monarchies constitutionnelles ou guidant des régimes républicains. Au gré des vicissitudes du continent, des affres de 2 guerres mondiales, des ravages causés par les idéologies totalitaires et inhumaines que furent le nazisme, le fascisme, le communisme, la division du continent européen durant la guerre froide, les partis libéraux ont tenu le cap, celui de rester fidèles à leurs valeurs en les mettant au service d'un idéal intangible, la liberté. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, tous s'engagèrent dans la voie de l'ambitieux projet de construction d'une Union européenne conçue comme une union sans cesse plus étroite entre ces peuples. Aujourd'hui encore, la famille libérale européenne, que ce soit à travers l'ALDE ou son groupe au Parlement européen, s'attache à concrétiser ce projet. Si leur rapport à l'histoire de l'Europe moderne n'est plus à démontrer, les partis libéraux restent cependant mal connus et, par rapport à d'autres familles idéologiques, relativement peu étudiées par la communauté scientifique. Pascal Deluit soulignait à cet égard que suggérer que le libéralisme politique et plus encore, les partis libéraux en Europe sont peu étudiés est un euphémisme. Comparé aux formations socialistes, communistes, d'extrême droite et plus récemment, écologistes, les partis libéraux sont indubitablement un des parents très pauvres de la littérature scientifique dans les recherches portant sur les acteurs politiques. Certains ouvrages restent des références incontournables, en particulier le travail dirigé par Emil Kirchner, Liberal Party in Western Europe, mais somme toute déjà ancien puisque publié en 1988. On y ajoutera la contribution de Nicolas Rousselier sur l'Europe des libéraux, paru en 1991 ainsi que l'ouvrage édité par Pascal Deluit en 2002, Libéralisme et partis libéraux en Europe. C'est que d'emblée, plusieurs problèmes méthodologiques se posent. La première difficulté est de résister à la tentation, courante dans l'analyse du phénomène partisan, d'un examen superficiel des étiquettes et des sigles revendiqués par les partis. Certains auteurs, comme Epstein, ont certes soutenu que l'étiquette électorale reste un élément déterminant permettant de distinguer un parti politique, aussi lâche que soit son organisation et aussi flou que soit son projet. Mais cette approche ne résiste plus à l'analyse, et pour reprendre les termes de Daniel Wieseler, ce serait céder à l'illusion du savoir immédiat, d'autant que la connaissance spontanée du libéralisme en Europe débouche sur un tableau de Capharnaüm politique. Le libéralisme s'accommode mal des raccourcis et des angles droits. Parce qu'il est dépourvu de catéchisme, qu'il n'a produit ni hérésie ni hérétique, comme aimait le rappeler Jean Gol, il a attiré davantage de polémistes que de prophètes, heureusement serions-nous tentés de dire. Paul Magnette a repris cette idée en rappelant à juste titre que le libéralisme n'a ni encyclique, ni manifeste, ce qui l'a doté d'une grande souplesse, qui lui a permis de s'adapter aux grandes convulsions politiques modernes, à l'avènement de la démocratie, de la nation et de la société de masse. Le mépris des dogmes est si profondément ancré dans la culture politique libérale, que ses penseurs ont hésité à lui former une doctrine propre. Depuis ses origines, le libéralisme s'est défini par rejet des grandes doctrines et il a gardé de cette attitude initiale une profonde indétermination idéologique. Ainsi, le libéralisme a toujours conservé une tournure négative. Les libéraux savent mieux ce qu'ils ne veulent pas que ce qu'ils souhaitent. En outre, si l'on considère l'expression partisane du courant libéral, le problème se complique encore et comme l'a constaté Paul Magnette, la famille libérale est l'une des plus déroutantes. Daniel Wieseler confirme cet étonnant paradoxe, né du contraste qui oppose la prégnance et l'hégémonie de l'idéologie et des choix libéraux d'une part, à la faiblesse relative des partis qui s'en revendiquent de l'autre.
Riche de son histoire, le libéralisme n'a cessé de s'adapter, de se transformer pour rencontrer les préoccupations de son époque. Bien plus, il a fait tache d'huile, au point que certains ont cru pouvoir annoncer la fin des idéologies. En effet, qui n'est pas libéral aujourd'hui, depuis que la social-démocratie s'est ralliée à la démocratie politique et à l'économie de marché et que la démocratie chrétienne a pris la mesure du conservatisme traditionnaliste, consacrant la convergence des trois grandes forces politiques historiques d'Europe occidentale à la démocratie libérale? Cela étant, cette adaptation permanente aux nécessités du temps a permis aux partis politiques se revendiquant du libéralisme de se perpétuer jusqu'à nos jours dans tous les États membres de l'Union européenne, sous des étiquettes et des configurations variables. S'il a marqué de son empreinte l'histoire de l'Europe, le libéralisme s'est toujours trouvé confronté au défi de concilier un invariant, son identité, à deux variables, le projet politique d'une part, la mobilisation d'une force structurée partisane capable de porter ce projet d'autre part. Un parti politique est selon nous fondé sur un ou des invariants S, sorte de génome ADN qui fonde ou témoigne de son identité profonde. Pour reprendre les termes de Daniel Louis Seller, tout parti politique est porteur d'un projet de médiation politique qui, sauf réalignement, constitue un invariant historique par-delà les variations programmatiques, doctrinales, voire même idéologiques. En cette matière, la théorie de l'entrecroisement des clivages de Lipset et Rocane reste une grille d'analyse et de présentation irremplaçable. Et si le clivage possédant-travailleur est souvent ce que nous appellerions un invariant primaire, il n'exclut pas que d'autres clivages puissent être considérés comme un ou des invariants S secondaires S. Il en va ainsi du clivage Église-État, dans le cas des partis libéraux belges et luxembourgeois et des républicains italiens, ou du clivage centre-périphérie, dans le cas des libéraux italiens. Au-delà de ces invariants, un parti politique peut être analysé selon un certain nombre de variables, c'est-à-dire d'ajustements conjoncturels ne remettant pas en cause sa nature profonde et son C invariant S. Ces ajustements constituent, pour reprendre un terme délibérément capitaliste, une adaptation de l'offre et de la demande politique sur un marché électoral déterminé. Ils peuvent toutefois être considérables et portés sur le projet politique comme sur la structure partisane. Dans le premier cas, un parti politique peut être amené à opérer une réorientation de son projet, pour de multiples raisons. Chercher à atteindre un nouveau segment électoral, se profiler sur un nouveau thème, etc. Dans le second cas, le courant libéral peut opter pour une modification de ses structures, soit en s'intégrant au sein d'un parti plus largement interclassiste, soit au contraire en réaffirmant une identité libérale qui s'évaporait. Cette complexité explique sans doute partiellement le fait que peu d'études aient été consacrées aux partis libéraux. Si la littérature ne manque pas sur les penseurs libéraux et les précurseurs du libéralisme moderne, elle est étonnamment rare sur le libéralisme contemporain, en particulier pour ce qui concerne son expression partisane. Une autre raison réside sans doute dans le manque de visibilité des partis libéraux. Non qu'ils furent inactifs, mais ils n'ont que très rarement constitué une force politique numériquement importante, à l'instar des grands partis démocrates chrétiens, conservateurs ou sociodémocrates. Ceci ne les empêche pas d'avoir par les alliances que leur position centrale leur permettait de nouer, exercer une influence profonde. En somme, le libéralisme fut toujours un courant minoritaire, un paradoxe pour Nicolas Rousselier. Cette culture minoritaire fut d'ailleurs dénoncée par le président Valéry Giscard d'Estaing lorsqu'il tenta de convaincre le groupe ELDR, actuellement ALDE, du PE de rejoindre le PPE. Il nous fallut dès lors baliser le champ de notre étude, établir des critères qui ont présidé au choix des formations politiques évoquées dans chaque chapitre. Et comme d'habitude lorsqu'il s'agit de critères, tout le monde en veut, mais personne ne les aime. Dans bien de cas, le critère de base est celui d'une participation et ou d'une adhésion aux organisations libérales internationales, comme l'Internationale libérale, comme le parti ALDE, ex-ELDR, et ses groupes parlementaires au sein des différentes assemblées supra, comme le PE, ou internationales, comme l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe, l'Assemblée de l'UEO ou du Benelux en Europe. La création, en 1947, de l'Internationale libérale constitue une première étape dans la formalisation des relations entre les partis libéraux du monde. Après les socialistes et les partis d'inspiration chrétienne,
La famille libérale a été chronologiquement le troisième courant politique démocratique à se structurer au niveau international. Dans la perspective de l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct en juin 1979, la conférence libérale de Stuttgart des 26 et 27 mars 1976, réunie à l'initiative du luxembourgeois Gaston Thorn et de l'allemand Hans-Dietrich Genscher, décide la création d'une structure de coopération permanente, la Fédération des partis libéraux et démocrates. Son acte constitutif, connu sous le nom de Déclaration de Stuttgart, s'inspire du manifeste d'Oxford de l'Internationale libérale de 1947. Les partis fondateurs sont le Volkspartige voor Vrijheid en Democratie, VVD néerlandais, le Democratische Partij DP luxembourgeois, le Parti radical socialiste PRS français, la Venstrelandsorganisation danoise, le Partito Liberale Italiano, PLI, le Freie Demokratische Partei, FDP en allemand et en Belgique, le Parti libéral bruxellois PLB, le Parti de la liberté et du progrès PLP et le Parti voor Vrijheid en Vooruitgang PVV. Ils seront assez rapidement rejoints par le Parti danois radical Venstre RV, le Liberal Party britannique, le Partito Repubblicano Italiano, PRI, le Mouvement des radicaux de gauche, MRG français et les Républicains indépendants français. En 1986, à la demande du Partido Social Democrata PSD, portugais, le terme libéral étant gênant par sa référence à la période salazariste et aux dictatures latino-américaines, l'adjectif réformateur est ajouté à la dénomination de la fédération, qui devient ainsi la Fédération des partis libéraux, démocrates et réformateurs. En décembre 1993, lors du congrès de Torquay, la fédération se transforme en parti politique au niveau européen, conformément à l'article 138A du traité sur l'Union européenne, avec pour objectif de réunir les partis politiques en Europe qui, dans le cadre des idéaux libéraux, démocrates et réformateurs, souhaitent contribuer à l'UE. Pour atteindre ce but, l'association se propose de renforcer le mouvement libéral, démocrate et réformateur dans l'UE et dans toute l'Europe, de rechercher une position commune sur toutes les questions importantes qui touchent l'UE, d'informer le public et de l'impliquer dans la construction d'une UE démocratique, de soutenir et de coordonner ses membres lors des élections au Parlement européen, de promouvoir la constitution des apostrophes. Un groupe parlementaire libéral, démocratique et réformateur dans toutes les assemblées parlementaires internationales, de développer d'étroites relations de travail avec et entre ses membres, avec leur groupe parlementaire national, avec le groupe parlementaire du Parti ALDE au Parlement européen et dans d'autres forums internationaux, et avec l'Internationale libérale. Héritier du groupe libéral de l'Assemblée consultative de la CECA de 1953, le groupe ELDR assura la représentation de la famille libérale jusqu'aux élections de 2004. Il choisit alors de s'ouvrir à d'autres formations politiques, non issues de la tradition philosophique libérale stricto sensu, mais partageant avec l'ELDR un engagement fédéraliste profond. C'est ainsi qu'il choisit de constituer, en juillet 2004, un groupe commun avec les partis membres du nouveau Parti démocrate européen, l'UDF française, le MCC belge, le PNV basque, la Margherita italienne et le Rinnovamento Italiano, sous l'appellation de groupe de l'Alliance des démocrates et libéraux pour l'Europe, ALDE. Lors du congrès organisé à Dublin le 10 novembre 2012, le parti se rebaptise Parti de l'Alliance des libéraux et des démocrates pour l'Europe, ALDE, témoignant ainsi de sa volonté de renforcer ses liens avec le groupe parlementaire européen. Structuration progressive de la coopération entre partis libéraux en Europe. À l'image de ses composantes, la famille libérale européenne se prête mal au jugement lapidaire relevant du sens commun. Ainsi, dans leur étude sur la droite en Europe, Agnès Alexandre Collier et Xavier Jardin mesuraient la difficulté de considérer les partis membres de l'ELDR, actuellement ALDE, dans leur ensemble. Il semble que l'on soit en présence avec l'ELDR d'une frontière symbolique entre gauche et droite, sans que les contours de cette frontière ne soient nettement découpés, sans que l'on puisse dire précisément qui est à gauche, au centre ou à droite. Au mieux peut-on faire l'hypothèse qu'un certain nombre de partis membres de cette fédération se rattachent effectivement à la droite, ou au centre droit, à cause de leurs origines. Lors de la révolution industrielle, ils auraient résolu le dilemme qui leur était posé en choisissant de s'allier aux forces bourgeoises, de leur doctrine, ultralibéralisme, anti-étatisme,
voire un certain conservatisme des valeurs ou des alliances gouvernementales qu'il recherche au niveau national. Le groupe ELDR, actuellement ALDE, est l'élément central de notre étude, car c'est lui qui, par son activité politique quotidienne, son immersion dans l'Europe communautaire, ses prises de position par rapport à d'autres formations politiques, permet de distinguer le libéralisme en action. L'étude des travaux du groupe ELDR permettra de déterminer la cohésion des partis libéraux regroupés au sein de l'ELDR, d'apprécier leurs points de convergence avec d'autres formations politiques se réclamant, peu ou prou, du libéralisme politique ou économique. En ce sens, nous suivrons la démarche d'Errol Kulaczy et de Cédric Van de Walle qui constatent que si le parti ELDR, actuellement ALDE, reflète les diversités de la famille libérale européenne, il constitue aussi une arène où se dessinent des convergences. Un petit développement s'impose sur la composition du parti ALDE, ses principes et son évolution. La composition du parti constitue évidemment un élément important de son identité et à cet égard, Errol Kulaczy et Cédric Van de Walle ont raison de souligner qu'en établissant des critères de sélection dans ses statuts, en acceptant ou en refusant l'adhésion de certains partis nationaux, le LDR détermine une des caractéristiques importantes de la formation de son identité. Et en ce domaine, comme l'a constaté Camilla Sandström, les fondateurs de la fédération ont été confrontés à un dilemme qui n'a pas disparu. Ce dilemme est issu de l'hétérogénéité idéologique qui caractérise les forces libérales en Europe. Inviter un autre parti pour gagner en nombre de voix et en poids, peut-on indisposer un autre parti membre potentiel qu'occasionner une perte de cohérence idéologique? En somme, le désir de s'élargir le plus possible et d'être présent dans tous les États membres de l'Union européenne et de l'autre côté, la nécessité de former une force idéologique cohérente, représente depuis le début un périlleux exercice d'équilibre influençant tant les débats que la composition de l'ELDR. Nous évoquerons donc ici les 5 éléments qui nous semblent les plus importants, à savoir 1. La prédominance de considérations nationales, 2. Les tensions relatives à la définition du libéralisme, 3. Les relations avec le groupe ELDR, actuellement ALDE du PE et la dynamique qu'elles entraînent, 4. Les divergences relatives au choix d'alliances politiques, et 5. L'absence de partenaires libéraux dans certains États membres. La galaxie libérale européenne. Premier élément, si l'on refait l'historique des arrivées et des départs, on est frappé par la prédominance des considérations relevant de la politique nationale. Ainsi, dès la fondation de la Fédération, l'adhésion du Parti républicain professeur français provoqua le retrait de la candidature du mouvement des radicaux de gauche, MRG, et suscita l'opposition des libéraux britanniques au motif que le professeur giscardien n'était pas assez libéral à son goût. De même, aux Pays-Bas, D66 refusa de rejoindre le LDR en raison de son opposition au VVD sur la scène politique nationale. Dans un seul cas, un parti quitta la fédération en raison de l'engagement considéré comme trop fédéraliste de cette dernière. Radical Venstre en 1977. Deuxième élément, les tensions liées aux différentes conceptions du libéralisme. À cet égard, ce sont les tensions avec le Partido Social Democrata, PSD portugais qui illustreront le mieux notre propos. Entré au groupe libéral dès 1986, le PSD jouissait d'une force numérique égale à la délégation française, ce qui lui permettait de prétendre aux plus hautes responsabilités au sein du groupe, d'autant qu'il exerçait le pouvoir à Lisbonne. Mais l'adhésion du PSD à l'ELDR reposait sur un péché originel, une ambiguïté qui ne fut jamais dissipée, le rejet par les Portugais du vocabulaire même du libéralisme, assimilé à l'anarchie que connut le pays au cours du XIXe siècle, mais aussi aux dictatures salazaristes et latino-américaines. Aussi le PSD exigea-t-il que la fédération et le groupe ajoutent le terme réformateur à leur dénomination, ce qui ne fut pas sans problème pour les Néerlandais et les Danois, pour lesquels le concept de réformateur est porteur d'une évidente connotation religieuse. Se revendiquant de la social-démocratie, mais sans réellement la définir, le PSD constitue en fait un parti attrape-tout, et sa délégation d'eurodéputés était relativement hétérogène, ne reflétant en tout cas pas nécessairement les positions de l'état-major de Lisbonne. À vrai dire, le PSD ne s'est jamais senti à l'aise au sein du groupe libéral,
où il s'est souvent trouvé en porte-à-faux par rapport à d'autres partis, défenseur d'un libéralisme plus classique, en particulier le VVD néerlandais dont nos interlocuteurs portugais déplorent aujourd'hui encore, qu'il adopta une position jugée excessive de gardien de la pureté idéologique du libéralisme. En 1996, alors qu'il peine à se reforger une identité depuis son éviction du pouvoir à Lisbonne en octobre 1995, le PSD choisit de quitter le LDR pour rejoindre le PPE, essentiellement pour se reprofiler sur la scène politique nationale comme un grand parti de gouvernement et pour faire profiter ses leaders de la renommée d'autres chefs de gouvernement appartenant au PPE, en particulier Helmut Kohl. Nous évoquerons le départ de l'UDF. Enfin, plusieurs sources nous ont affirmé que la délégation néerlandaise s'opposa à l'ouverture de négociations avec le petit parti grec Polan, fondé par des dissidents de Nea Demokratia, au motif que le discours de ce parti sur la question macédonienne lui semblait excessivement nationaliste. Polan rejoignit alors le groupe gaulliste UPE. Troisième élément, les relations avec le groupe ELDR, actuellement ALDE, du PE et la dynamique qu'elles entraînent. Nous avons déjà évoqué la dimension parlementaire du parti ELDR, dont les statuts disposent qu'il est représenté au PE par le groupe ELDR et qu'il s'apporte, en toutes circonstances, un soutien réciproque. Les députés européens, appartenant à un des partis membres du parti ELDR, sont membres de droit du groupe ELDR. Les députés élus comme indépendants sur la liste d'un parti membre deviennent, à l'invitation du groupe ELDR, membres de celui-ci. Des dispositions sont prévues pour les cas où un membre d'un parti n'appartenant pas au parti ELDR demande son adhésion au groupe ELDR. Tant que la fédération était relativement faible, le groupe parlementaire jouait un rôle moteur dans le recrutement et l'admission en son sein de membres apparentés. Il s'agissait soit de personnalités indépendantes de tout parti, soit d'élus de partis non membres de la fédération. Ces personnalités furent souvent influentes, comme l'Irlandais T.J. Maher de 1979 à 1999, ou son compatriote Pat Cox, élu sur les listes des PDS en 1989 mais réélu comme candidat indépendant en 1994 et en 1999. Elles furent aussi parfois très peu actives, comme l'Italien Marco Formentini, dissident de la Lega Nord. La bonne intégration de certaines délégations au groupe ELDR, actuellement ALDE, entraîna parfois l'adhésion ultérieure de leur formation au parti ELDR. Tel fut le cas des Catalans de CDC ou des Danois de RV. Dans d'autres cas, l'admission des députés d'un parti au groupe ELDR se solda par un échec. Ce fut le cas de la Lega Nord qui resta moins de 2 ans au groupe ELDR et n'adhéra jamais au parti ELDR. Enfin, les relations entre le parti et son groupe furent déséquilibrées par l'hiatus entre l'absence au PE d'élus libéraux britanniques, jusqu'en 1994, et allemands, pour 2 législatures, alors que ces 2 partis constituent les 2 partis les plus importants du parti en termes de membres au Congrès et de droit de vote. Ce déséquilibre fut souvent dénoncé avec véhémence par le leader des libéraux francophones belges, Jean Gol. Rudolf Ascherbek note tout à fait à propos que la fédération fut ainsi handicapée par la distance relative entre les partis libéraux les plus importants et le groupe libéral du Parlement européen. Que ces 2 partis aient été plus ou moins exclus du Parlement, alors qu'ils sont très influents au Congrès, trouble l'équilibre interne du pouvoir entre le parti et le groupe parlementaire. L'ambition du parti de diriger le groupe et d'assurer la ligne politique directrice s'en est dès lors trouvée affaiblie. Quatrième élément, les divergences relatives au choix d'alliances politiques qui entraînèrent le départ du groupe de ces 2 plus importantes délégations. Nous avons déjà évoqué le choix du PSD. Pour sa part, la délégation française fut longtemps la première composante numérique du groupe libéral, puisque la quasi-totalité des élus UDF, Parti républicain, radicaux-valoisiens, Parti social-démocrate, siégea au groupe libéral, seuls les démocrates chrétiens du CDS rejoignant le PPE. C'est ainsi que Simone Veil put accéder à la présidence du PE en juillet 1979, puis du groupe en 1984, et que Valéry Giscard d'Estaing puis Yves Galland
assumèrent la présidence du groupe, législature 1989 à 1994. C'est pourtant Valéry Giscard d'Estaing, figure de proue du mouvement libéral européen, qui sonna le glas de la présence française au sein du groupe libéral. En décembre 1989, dénonçant la culture minoritaire qui, selon lui, prévaut au sein de l'ELDR, il tente de négocier le ralliement du groupe libéral au PPE pour former un grand groupe de centre-droit. Face à l'opposition de l'ensemble du groupe, hostile à un rapprochement avec des démocrates chrétiens qu'il combattent au niveau national, phénomène que VGE a largement sous-évalué, le président français se contente de rallier le PPE avec 3 de ses lieutenants. S'agissait-il pour VGE de contribuer au rassemblement du centre-droit français, au sein d'un même groupe ? Ou bien rejoint-il le PPE pour préserver ses chances d'accéder à la présidence du Parlement, tremplin vers de nouvelles ambitions élyséennes ? Toujours est-il qu'au lendemain des élections de juin 1994, alors qu'Yves Galland négociait en vain un rapprochement entre le groupe libéral et les gaullistes du RPR, tous les membres de l'UDF quittaient le groupe libéral pour rejoindre le PPE, laissant derrière eux le seul petit parti radical valoisien, que sa tradition laïque empêchait évidemment de rejoindre les démocrates chrétiens. En décembre 1994, lors d'une réunion du Conseil de la Fédération, il sera demandé aux professeurs de se retirer. Cette recomposition a contribué à affaiblir la position du groupe ELDR qui dut même céder, pour peu de temps il est vrai, sa place de troisième groupe politique, derrière le PSE et le PPE, au groupe Union pour l'Europe. 5e élément, la famille libérale européenne et le parti ELDR, actuellement ALDE, sont dépourvus de composantes dans le sud de l'Europe, en Espagne, sauf la Catalogne et les Canaries, au Portugal, en Grèce. Seule l'Italie fait exception. Allemagne. Le choix des partis étudiés s'impose naturellement dans le cas de l'Allemagne, puisque le Freie Demokratische Partei, FDP, est le seul parti allemand membre tant de l'Internationale libérale que de l'ALDE. Grande-Bretagne. Non seulement les philosophes libéraux britanniques ont contribué de manière décisive à la structuration et à la diffusion du libéralisme en Europe, mais le Parti libéral britannique est le plus vieux d'Europe, et les actuels Lib Dems font partie des partis membres fondateurs des différentes structures libérales européennes. Dans le cadre de ce chapitre, nous évoquerons également le cas particulier de l'Alliance Party of Northern Ireland, APNI, en Irlande du Nord, dont le leader John Alderdice fut président de l'Internationale libérale, 2005 à 2009, des composantes des Lib Dems en Écosse et au Pays de Galles et plus anecdotiquement de Gibraltar. France. Pays de tradition libérale, par son histoire et la richesse de l'apport d'intellectuels français depuis les Lumières, la France est plus compliquée à cerner dans son acception partisane. Rares sont les formations politiques qui se sont explicitement revendiquées du libéralisme, la référence étant davantage dans une opposition gauche-droite où le centre se cherche éternellement une place. Dès sa création, la famille libérale européenne a eu pour partenaire privilégié la composante orléaniste de l'UDF, à travers le Parti républicain et plus accessoirement, le Parti radical valoisien. La fusion d'une partie de l'UDF avec le mouvement gaulliste au sein d'un grand parti de centre-droit, l'Union pour un mouvement populaire, a laissé le LDR sans réel partenaire important en France. Mais elle a contribué à une autre dynamique, celle de la structuration de forces démocrates au sein du Parti démocrate européen, qui constitue depuis 2004 un partenaire semble-t-il durable avec les libéraux au sein du PE. Irlande. Pays dépourvu de tradition libérale, politique ou culturelle, focalisé sur l'achèvement de son projet d'indépendance républicaine, l'Irlande n'a connu que récemment, dans le courant des années 90, l'expérience d'un parti explicitement libéral, les Progressifs démocrates. Force est de constater que l'expérience fit long feu. Aujourd'hui, l'Irlande est représentée au sein des instances européennes par le Fianna Fáil, parti historique de l'indépendance nationale et de conversion somme toute récente au libéralisme. Nous évoquerons également le cas de l'adhésion de candidats, élus de manière indépendante aux élections européennes, qui ont rallié au fil du temps le groupe libéral du PE. Benelux. Dans le cas des 3 pays du Benelux, le choix des partis étudiés n'a guère posé de problème puisque l'ALDE dispose de membres clairement identifiés dans les 3 pays.
le Volkspartige voor Vrijheid en Democratie, VVD, et D66 aux Pays-Bas, le mouvement réformateur, Mister, et les Vlaamse Liberalen en Democraten, VLD's en Belgique, et le Parti démocratique au Luxembourg. Cela étant, en Belgique, la recomposition partisane n'a pas été un fleuve tranquille, ni du côté flamand, où le parti nationaliste N-VA tente de se présenter comme un parti libéral sur les questions socio-économiques, au point d'avoir sollicité son adhésion au groupe ALDE en juillet 2014, ni du côté francophone où depuis son départ du Mister, sa composante FDF, récemment rebaptisée Défi, tente de s'implanter sur le thème du libéralisme social. Enfin, aux Pays-Bas, le dissident Geert Wilders tente lui aussi d'occuper le créneau libéral, sur base de sa seule dénomination, le contenu de son programme politique étant en fait radicalement populiste. Europe du Nord. Dans le cas de l'Europe du Nord, le choix des partis traités s'est révélé relativement simple, puisque le LDR accueille 2 partis de chaque pays, à savoir Venstre et Radical Venstre au Danemark, le Centerpartiet et le Folkpartiet Liberalerna en Suède, et le Keskustapuolue et le Svenska Folkpartiet en Finlande. Dans le cas de la Finlande, nous évoquerons également divers petits partis, historiquement issus du mouvement libéral finnois, mais dont le poids électoral est pour l'heure négligeable. Europe du Sud méditerranéen. 3 pays du Sud méditerranéen, l'Espagne, le Portugal et la Grèce, ont connu une démocratisation relativement tardive, 1974 pour le Portugal et la Grèce, 1976 pour l'Espagne, après avoir connu une période plus ou moins longue de dictature. Cette éclipse démocratique a permis l'émergence d'un système partisan restructuré, dont les liens avec la situation préalable à la dictature sont variables mais qui en tout état de cause se présente dans une configuration nouvelle, essentiellement un clivage gauche-droite, sans être pour autant, nous le verrons, bipartite. De plus, aucun parti politique s'étant durablement implanté depuis le retour à la démocratie ne revendique ouvertement, du moins dans sa dénomination, le qualificatif de libéral. Les références au libéralisme sont variables, tantôt rejetées au Portugal, tantôt limitées au domaine économique, Grèce, Espagne. Ces partis présentent cependant, a priori, des traits communs et notamment leur caractère attrape-tout. Dans le cas du Portugal, seul le Partido Social Democrata, PSD, fut membre de l'ELDR et ses députés européens siégèrent au groupe libéral du PE entre 1986 et 1996. En Espagne, la nébuleuse des partis se revendiquant pêle-mêle du libéralisme, du centrisme, du réformisme est à ce point mouvante que dans un premier temps nous avons centré notre analyse sur l'Unión de Centro Democrático, UCD. Si ce parti ne peut pas être considéré comme exclusivement libéral, certaines de ses composantes se revendiquaient explicitement du libéralisme, et Adolfo Suárez, sa figure de proue, fut très actif au sein de l'Internationale libérale. La disparition de l'UCD consommée, nous avons redirigé notre réflexion selon 2 axes. D'une part, l'évolution du Partido Popular PP, comme grand parti de droite, que d'aucuns qualifieront de conservateur, mais surtout interclassiste et attrape-tout dont nous avons examiné le rapport au libéralisme, et d'autre part, les différentes tentatives avortées de créer un parti explicitement libéral et centriste, et notamment le Centro Democrático y Social, CDS, qui appartint pour peu de temps à l'ELDR. L'émergence récente de 2 partis politiques, Ciudadanos et Lupid, préfigure peut-être une implantation durable du libéralisme espagnol sur la scène politique nationale. Par contre, l'ELDR, actuellement ALDE, a noué des relations solides et de longue date avec les libéraux catalans de Convergencia Democrática de Catalunya, CDC, en Catalogne, ainsi qu'avec d'autres formations régionalistes comme Coalición Canaria, CC, aux îles Canaries ou Unió Mallorquina aux Baléares. En Grèce, les partis se revendiquant explicitement du libéralisme ne dépassèrent jamais le stade de l'anecdote électorale, et leur participation à l'ELDR fut aussi discrète qu'éphémère. Dans la plupart des cas, il s'agissait de formations créées par des dissidents de Nea Democratia qui, tôt ou tard, retournèrent dans le giron. Nous avons donc dû explorer d'autres voies pour identifier les forces libérales grecques, en examinant essentiellement les origines et le développement du clivage, profondément enraciné, qui régit toujours la politique grecque et dont l'expression droitière, ou libérale, se retrouve sans doute davantage au sein de Nea Democratia,
mais sans pouvoir exclure l'électorat flottant du centre qui s'est ponctuellement retrouvé dans le projet réformiste de Kostas Simitis et du PASOK. Italie. La configuration du libéralisme italien se révèle particulièrement confuse, du moins dans sa représentation partisane, et impose d'évoquer un nombre relativement important de formations politiques. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à l'implosion du système partisan italien au début des années 90, la composante libérale italienne relevait essentiellement du Partito Liberale Italiano, PLI, et du Partito Repubblicano Italiano, PRI, deux formations mineures en termes de représentation électorale et parlementaire, mais à l'influence souvent surdimensionnée au sein de gouvernements de coalition quadri ou pentapartite. L'incessante recomposition de l'échiquier partisan italien que l'on observe depuis lors a amené la famille libérale européenne à entretenir des relations avec nombre de formations, notamment à travers le groupe ELDR du PE. Si l'on considère la question dans une perspective nationale, à l'exception de l'extrême droite et de l'extrême gauche, il n'est sans doute pas ou peu de formations politiques qui ne se revendiquent pas aujourd'hui en Italie du libéralisme économique et ou politique. Que l'on évoque le système partisan italien dans une configuration bipolaire de dualisme gauche-droite, ou tripolaire avec l'affirmation d'un centre, qui soit à la fois représentatif, durable et autonome, c'est tous azimuts qu'il faut rechercher le positionnement et l'identité des différents partis. S'il n'est pas rare que des partis libéraux s'auto-positionnent à droite, au centre-droit, voire au centre, l'Italie eut la particularité d'être sans doute le seul pays de l'UE où les composantes de l'ELDR, la Margherita et ses Democratici, ainsi que diverses petites formations satellites, se revendiquaient ouvertement de la gauche ou du centre-gauche, jusqu'à ce que le Parti démocrate, fruit de l'union de diverses formations politiques de gauche et de centre-gauche, rejoigne le groupe SED au Parlement européen. Au sein du pôle de droite, le libéralisme revendiqué par Forza Italia, membre du PPE et du groupe PPE-DE, et par l'Alleanza Nazionale, dont les députés européens siègent au groupe de l'Union pour l'Europe des Nations, devra être explicité. Nous évoquerons aussi la Lega Nord, dont la stratégie est aussi imprévisible que les frasques de son leader Umberto Bossi. Au niveau national, après avoir intégré le pôle des libertés, il s'est essayé à une stratégie autonome. Au niveau européen, il a rejoint pour peu de temps le groupe ELDR, mais est resté l'essentiel du temps parmi les non-inscrits. Une nébuleuse de formations se revendiquant, parfois non sans raison historique, du centrisme, hésite encore entre l'intégration à l'un des deux grands pôles et l'affirmation d'une identité centriste propre. Quant aux héritiers du PLI et du PRI, ils se sont égayés au sein de chaque camp sous des étiquettes changeantes et animés par des intentions qui relèvent souvent davantage du plan de carrière que du programme politique. Autant dire que la situation qui prévaut en Italie se révèle extrêmement complexe. Autriche. Il n'existe pas en Autriche de tradition explicitement libérale. On ne sera dès lors guère étonné qu'aucun parti libéral ne s'y soit durablement implanté. Certes, le FPE se revendique vaguement du libéralisme dans sa dénomination et il fut pour une courte période membre de l'Internationale libérale, mais il a évolué vers un parti offrant toutes les caractéristiques de l'extrême droite, populiste, démagogue, xénophobe, autoritaire. Mais cette extrême droite autrichienne dispose de racines profondes, celle du troisième Lager, qui n'a pas permis le développement d'un véritable libéralisme et a alimenté une confusion des genres entre les partis libéraux et des partis d'extrême droite. Issu d'une dissidence du FPE, le Liberal Forum fut membre de l'Ille et de l'ALDE, mais après des débuts prometteurs, son poids politique est resté marginal. Très récemment, Neos Julis a réussi à obtenir une représentation parlementaire au niveau européen et national. Le tome 1 traitera du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de l'Allemagne, de l'Italie, de la France, de l'Espagne, du Portugal et de la Grèce. Le tome 2 traitera des Pays-Bas, de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Danemark, de la Suède, de la Finlande, de l'Irlande et de l'Autriche. Le présent ouvrage constitue une version remaniée et actualisée de la thèse de doctorat soutenue en 2009 à l'Université libre de Bruxelles et intitulée « Les libéraux dans l'Union européenne, étude de cas, le groupe libéral, démocratique et réformateur du Parlement européen 1979 à 2002, un bilan ».
Je suis redevable à Sami Sidis pour sa contribution remarquable à l'actualisation des données. Je remercie Arthur Bodson pour sa relecture attentive et minutieuse. C'est le travail d'une vie, avec ses joies et ses peines. L'aboutissement d'une vanité presque assumée. Le fruit d'un compagnonnage, avec beaucoup de belles rencontres. 1. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux sources du libéralisme historique en Europe. La lutte contre l'absolutisme royal, aux sources du libéralisme historique. Le libéralisme s'est développé en Angleterre dans des circonstances différentes de celles de la France. Faute d'avoir connu des événements semblables à la Révolution de 1789, mais fort de l'expérience d'une révolution industrielle précoce, le libéralisme anglais est avant tout économique et accessoirement politique. Mais avant tout, il doit être compris à la lumière de la lutte contre l'absolutisme royal. Dès le Moyen Âge, la Grande-Bretagne se distingue en effet par deux avancées démocratiques. D'une part, en 1215, l'octroi par Jean Santerre à ses barons d'une grande charte, Magna Carta, qui pose pour la première fois le principe d'une limite à l'arbitraire royal, et d'autre part, le développement du rôle du Parlement qui regroupe les représentants de l'aristocratie et des grandes villes. En 1689, la nouvelle bourgeoisie contraint le roi Guillaume à respecter une charte des droits, Bill of Rights, à laquelle aujourd'hui encore les libéraux font volontiers référence. Enfin, rappelons que la Grande-Bretagne fournit à la pensée libérale quelques-uns de ses plus brillants concepteurs comme John Locke, Thomas Hobbes, Mill père et fils, Jeremy Bentham et bien entendu Adam Smith. L'héritage des Whigs. Le libéralisme politique britannique trouve ses racines au XVIIe siècle, avec la lutte menée par les Whigs en faveur de la liberté de conscience et des droits civils. Ils s'opposent à la dynastie du roi James II dont ils dénoncent les sympathies catholiques. François Borella synthétise leur identité en ces termes. Ils sont libéraux au sens que prend ce concept qu'ils créent à partir de 1720. Libéralisme juridique, notamment en faveur des droits des minorités religieuses contre le monopole de l'Église établie d'Angleterre, libéralisme économique par la liberté d'entreprendre et le libre-échange sans droit de douane ni à entrée ni à la sortie des produits, libéralisme politique par la séparation de la couronne incarnée par le roi irresponsable et impuissant et du cabinet responsable et gouvernant. Ce sont eux qui inventent le régime politique, que découvriront Voltaire et Montesquieu avec émerveillement. Les Whigs gouvernent sans interruption de 1714 à 1760, en s'appuyant sur la Chambre des communes, House of Commons, où ils représentent les intérêts de la haute bourgeoisie urbaine, banquiers, armateurs, grands commerçants, etc. Face à eux, les Tories, précurseurs du Parti conservateur, sont considérés comme les défenseurs de la prérogative royale. Le libéralisme anglais se trouve alors assimilé au régime qu'il promeut, à son esprit et sa tradition coutumière. Il s'agit donc, pour citer Nicolas Rousselier, d'accepter, conserver et légitimer le rôle du monarque dans son Parlement et en même temps dénoncer le poids de la fiscalité démultipliée par les guerres contre Napoléon, ou mieux encore, dénoncer les inégalités de la représentation et du suffrage. Être en quelque sorte à la fois conservateur et libéral. Le courant libéral naissant s'efforce alors de fédérer l'opposition Whig au Parlement, dirigée contre le gouvernement de Lord Liverpool, en fonction de 1812 à 1827, et le mouvement réformateur favorable à l'extension du suffrage. De plus, les années 1816 à 1820 voient émerger la critique contre les taxes et les inégalités parlementaires, tant dans sa dimension théorique, avec le mouvement radical de Bentham, que politique, autour des clubs Emden et du journaliste Corbett. La création du premier Liberal Party au monde, 1859. Si le terme Liberal Party fut formellement utilisé pour la première fois en 1839 dans une lettre de Lord John Russell à la reine Victoria, la géographie officielle du parti fait remonter sa création à juin 1859, lorsque Whig, Pitt, anciens membres des Tories favorables au libre-échange, et radicaux s'unissent au sein des un Liberal Party pour déloger un gouvernement conservateur minoritaire et le remplacer par un nouveau cabinet, dirigé par le libéral Palmerston. D'autres sources mettent en évidence la création en 1874 d'une fédération nationale libérale,
chargée de regrouper les associations locales et considérée comme la première organisation politique de Grande-Bretagne. Mais il faut attendre le tournant du siècle et l'élargissement du corps électoral pour que les libéraux, autant que les conservateurs d'ailleurs, entreprennent de s'organiser en véritable parti au sens contemporain du terme, consacrant le passage d'une politique de cadre, contrôlée par une poignée de notables, à une politique de masse. Cela étant, l'établissement d'une structure partisane n'est pas le seul apport des libéraux au système politique britannique. En effet, en 1880, le leader libéral Lord Gladstone donna sa signification contemporaine au concept de campagne électorale, en parcourant l'ensemble des circonscriptions du pays. De plus, on porte encore au crédit des libéraux d'avoir établi, en 1891, la première plateforme électorale de l'histoire des partis en Grande-Bretagne. Tout au long du XIXe siècle, le système politique britannique apparaît largement bloqué par l'alliance du patriotisme et du conservatisme, préservant les intérêts de la noblesse et de la gentry. Le suffrage censitaire réserve le droit de vote à 5% des hommes seulement, puis de la grande bourgeoisie que la réforme électorale de 1832 intégrera à la classe dominante. Pour ce qui concerne la liberté religieuse, il faut attendre 1828 pour que soit reconnue l'égalité civile entre catholiques et protestants. Le mouvement libéral trouvera un écho dans les rangs des protestants non conformistes, du méthodisme issu du XVIIIe siècle et des catholiques. À la faveur de la crise de l'anglicanisme des années 1830, le programme des libéraux sur la question religieuse défend l'émancipation, l'égalité civique, le désétablissement de l'Église anglicane, la séparation avec l'État. Parallèlement, la Grande-Bretagne connaît un essor industriel et commercial qui fonde sa puissance et justifie la généralisation de la doctrine du laisser-faire et du libre-échange et atteint son apogée dans les années 1850 à 1870. Ainsi, le courant libéral bénéficie du succès de l'école dite de Manchester, que cristallise la nouvelle majorité mise sur pied en 1846 par le Premier ministre Robert Peel, autour du libre-échange. Ainsi, le mouvement libéral élargit son assise au-delà du seul constitutionnalisme fondateur et s'affirme, face au courant conservateur, comme l'un des deux axes du système bipartite. La Grande Dépression de 1873 à 1895 frappe durement l'économie anglaise, appuyée sur une industrie devenue rentière, moins innovatrice, et confrontée à une concurrence européenne et américaine de plus en plus vive. La répression des mouvements sociaux n'empêche toutefois pas le mouvement ouvrier de se développer, ce qui débouche sur la création en 1868 du Trade Union Congress, puis de la Fabian Society en 1900, et enfin du premier parti travailliste en 1906. Cela étant, cette représentation du mouvement ouvrier se situe dans un cadre parlementaire et légaliste, le socialisme ainsi promu étant de nature modérée. François-Charles Mougel voit d'ailleurs dans la dénomination du nouveau parti, travailliste et non socialiste, la triple influence du méthodisme de John Wesley, de l'utilitarisme de Jeremy Bentham et du libéralisme radical de John Stuart Mill. La personnalité de Lord Gladstone, 1809 à 1898. De plus, la période est marquée par la personnalité de Lord Gladstone. Après avoir exercé de hautes fonctions pour le Parti conservateur, il fut notamment ministre du Commerce dans le cabinet Peel, puis chancelier de l'Échiquier dans le cabinet de coalition de Lord Aberdeen. Il se rapproche du Parti libéral, dont il prend la tête en 1867. Il deviendra Premier ministre à 4 reprises, 1868 à 1874, 1880 à 1885, 1886, 1892 à 1894. Il initiera de nombreuses réformes fondées sur la critique préalable d'une société sacralisant les privilèges aristocratiques. Défenseur d'un conservatisme progressiste matiné d'humanisme chrétien, il institue le principe méritocratique du concours pour l'accès à la fonction publique, l'interdiction de l'achat des grades d'officier dans l'armée. Il réforme le système éducatif et œuvre à l'extension du suffrage. La fin du XIXe siècle, entre dissensions internes et crise d'identité. Le clivage centre-périphérie va se révéler de première importance dans l'histoire du Parti libéral. À l'égard de la périphérie,
Londres réprime durement les insurrections écossaises de 1793 à 1794, puis les levées nationalistes irlandaises, notamment en 1798, qui sont torpillées en 1800 par la conclusion de l'Union constitutionnelle, par laquelle l'Irlande et la Grande-Bretagne constituent le Royaume-Uni. Mais la question irlandaise se détériore lorsque la Grande Famine des années 1840 radicalise le mouvement nationaliste et catholique irlandais, qui exige dès lors l'autonomie. En 1885, le Parti libéral ne résiste pas aux tensions suscitées par la question irlandaise. Gladstone comprit que l'unique moyen de régler le problème irlandais était d'accorder à l'Irlande son propre gouvernement responsable. Sa conversion à la doctrine du Home Rule fit sensation dans les milieux politiques britanniques. De nombreux Whigs, libéraux et radicaux de premier plan, sous l'égide de Lord Hartington et de Joseph Chamberlain, abandonnent Gladstone pour former un nouveau parti, les libéraux unionistes. Mais en fait, au-delà de la question irlandaise, George Breckinridge analyse ce processus comme un mouvement de révolte des classes moyennes contre un excès de réforme. Par ailleurs, la cohésion du Parti libéral sera encore mise à rude épreuve lors de la guerre des bourgs, lorsque s'opposent libéraux impérialistes Rosebery, Asquith Gray, modérés Campbell Bannerman et pacifistes pro-bourg. Ce clivage entraînera un décalage entre les parlementaires du parti, dont la majorité était impérialiste, et la base militante représentée par la Fédération nationale et dont une majorité était acquise au pacifisme compte tenu du poids des églises non conformistes. Il retrouvera sa cohésion à l'issue des élections d'octobre 1900 et condamnera l'impérialisme. À vrai dire, la nature du Parti libéral tel qu'il apparaît à la fin du XIXe siècle n'est pas aisée à déterminer, dès lors que le parti rassemblait à la fois des partisans du libre-échange et du laisser-faire économique, des réformistes radicaux, des militants du suffrage universel, des fidèles d'églises non conformistes, voire quelques aristocrates Whigs. Comme le souligne David Bell, le libéralisme se distinguait par son sérieux et par ses interrogations internes, par la valorisation de la production, plutôt que de la consommation, et par le soutien que lui a apporté la classe moyenne ascendante. Le Parti libéral reste néanmoins une force de progrès et de changement, par opposition aux conservateurs et à l'immobilisme de l'Église anglicane. Daniel Bell confirme d'ailleurs qu'en cette fin de siècle, à l'inspiration de T.H. Green, le libéralisme reconnaît déjà les limites de l'individualisme et la nécessité d'une action collective. À partir de 1889, le Parti libéral réussit à refaire son unité, se dote d'une machine partisane efficace et attire non seulement de nouvelles figures comme Herbert Asquith ou David Lloyd George, et même à Winston Churchill, mais aussi de jeunes intellectuels au rang desquels Hobson, L.T. Hobhouse, J. Hammond ou William Beveridge. Après avoir mené une campagne vigoureuse visant à rallier tant sa clientèle électorale que les déçus du toryisme, faisant une large place à son credo libre-échangiste, le Parti libéral remporte largement les élections du 12 janvier 1906, mettant ainsi un terme à un règne quasi ininterrompu de 20 ans du Parti conservateur. Les nouveaux défis au tournant du XXe siècle. Le début du XXe siècle place le Parti libéral face à un double défi. D'une part, le libéralisme politique vide le programme des Whigs de son contenu, tandis que d'autre part, le développement de l'industrialisation met en exergue la question sociale. Face à la menace que constitue l'émergence du Parti travailliste, le Parti libéral s'efforce d'étoffer le contenu social de son programme et de 1906 à 1914, il contribue d'ailleurs à l'adoption d'une vaste législation sociale qui lui permettra de revendiquer l'adjectif de réformateur. On mentionnera à cet égard le Trade Dispute Act de 1906, le Coal Mine Act de 1908, le Wages Board Act de 1909, le Exchange Act de 1909, ainsi qu'un certain nombre de textes de loi sur l'enseignement, la réforme agraire, la santé, le chômage ou le salaire minimum légal. Mais davantage qu'à un problème de positionnement politique, les libéraux sont confrontés aux conséquences d'une mutation sociétale profonde. Le clivage de classe tend en effet à remplacer le clivage religieux comme fondement de la compétition électorale, et des valeurs collectivistes se substituent aux valeurs individuelles de l'époque victorienne. Le Parti libéral est en voie de marginalisation, dès lors que, comme l'observe François-Charles Mougel, la démocratisation est en 1914,
toujours inachevé et que malgré des réussites incontestables, le libéralisme s'essouffle. Il est en effet bientôt remplacé par le Labour qui acquiert le statut de grand parti, puis de parti d'alternance. Le Parti libéral se trouve ensuite confronté à la conduite de la guerre, tiraillé entre les nécessités institutionnelles du conflit et la préservation de l'ordre démocratique. Comme l'a relevé Nicolas Rousselier, ce dilemme, plus que partout ailleurs, est en Grande-Bretagne la cause, la raison et le révélateur des divisions du Parti libéral. Comme ce sera le cas en France un an plus tard avec la venue au pouvoir de Clémenceau, les dilemmes libéraux de la conduite d'une guerre presque totale aboutissent en se télescopant à une crise politique majeure du libéralisme qui marque une étape lourde et décisive pour la nature et l'existence d'un courant libéral organisé en Europe. Parmi les diverses personnalités libérales qui marquèrent l'époque de leur empreinte, citons Herbert Henry Asquith et David Lloyd George. Député libéral depuis 1886, Herbert Henry Asquith, premier comte d'Oxford et Asquith, fut ministre de l'Intérieur en 1892, ministre sans portefeuille, 1895 à 1905, chancelier de l'Échiquier, 1905 à 1908, et enfin Premier ministre de 1908 à 1916. On portera notamment à son crédit la création du National Insurance and Pension. Pour sa part, David Lloyd George, premier comte Lloyd George de Dewayford, fut le dernier Premier ministre à appartenir au Parti libéral. Élu député en 1890, à l'âge de 27 ans, il siégera jusqu'en 1945. Inspiré par Thomas Spence, John Stuart Mill, Henry George, ou encore les pamphlets de George Bernard Shaw et Sidney Webb sur la société fabienne, il œuvre très vite en faveur d'une réforme de la propriété terrienne, du droit pour les non-conformistes d'être enterrés selon leur propre rite, en particulier au pays de Galles. Après la Première Guerre mondiale, division et déroute électorale. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, alors que le Labour s'est imposé comme une force politique permanente, les libéraux se divisent sur l'orientation à donner à leur parti. Dès 1918, ils se scindent entre, d'une part, une aile nationale libérale, menée par David Lloyd George et favorable à une union nationale avec les conservateurs, et d'autre part, une tendance libérale indépendante qui, sous la houlette de l'ex-premier ministre Asquith, souhaite rester fidèle à l'orthodoxie libérale. Or, si Lloyd George apparaissait comme le leader naturel des libéraux, soutenu par la frange de droite des libéraux, de nombreux membres du parti s'en sont trouvés désarçonnés, certains se retirant de la politique et d'autres s'orientant vers le Labour. Ainsi, au cours des années 20, les libéraux perdent leur statut d'opposition unique aux conservateurs dont le leader Benjamin Disraeli avait compris qu'il était possible de rassembler une partie de la classe ouvrière en faisant appel aux valeurs de l'Empire. À l'opposé, en prolongeant sa coalition avec les conservateurs après la guerre, Lloyd George s'empêche de faire appel à la classe ouvrière sur base de politique interventionniste. Après avoir brièvement refait leur unité en 1923, les libéraux se scindent à nouveau au début des années 30, entre un petit groupe de libéraux indépendants, fidèles à Lloyd George, un groupe de nationaux libéraux mené par Sir J. Simon et Edward Clement Davis et proche du gouvernement en place, et enfin un groupe de libéraux proprement dit, dirigé par Sir Herbert Samuel puis par Sir A. Sinclair. Au-delà des querelles de personnes, François-Charles Mougel y voit une scission idéologique entre une aile droite proche des Tories, une aile gauche fidèle au radicalisme, et un centre réformiste. Attardons-nous quelques instants sur la personnalité de Sir Sinclair. Né le 22 octobre 1890 à Chelsea, après des études au Eton College et au Royal Military College de Sandhurst, Archibald Henry MacDonald Sinclair participe à la Première Guerre mondiale où il obtient de remarquables états de service. Il noue des liens d'amitié avec Winston Churchill, dont il devient le secrétaire privé. En 1922, Sinclair entre à la Chambre des communes comme député libéral pour les circonscriptions de Caithness et Sutherland. En 1930, il devient Chief Whip du groupe libéral à la Chambre des communes. En 1931, il devient secrétaire d'État à l'Écosse dans le gouvernement de Ramsay MacDonald. Avec d'autres ministres libéraux, et en particulier le leader du parti Sir Herbert Samuel, il quitte le gouvernement en 1932 pour protester contre la conférence d'Ottawa qui vise à introduire des barrières douanières tarifaires. À l'issue des élections législatives de 1935,
lors desquels Sir Herbert Samuel perd son siège, Sinclair reprend la direction d'un parti marginalisé, concurrencé par les libéraux nationaux, à la tête de 20 députés seulement, élus davantage sur leur notoriété propre que grâce à l'étiquette libérale. Il devient secrétaire d'État à l'aviation dans le cabinet d'Union nationale dirigé par Churchill. Il le restera jusqu'en 1945. Il n'est cependant pas réélu lors des élections législatives de 1945, perdant son siège pour 60 voix à peine. Il échouera une nouvelle fois lors des élections de 1950, toujours avec un faible écart. Il est alors élevé à la Chambre des Lords en tant que vicomte Thurso of Ulster, dans le comté de Caithness. Sa santé ne lui permettra cependant pas d'y assumer la charge de leader du groupe libéral. Électoralement, les libéraux s'effondrent, de 161 sièges en 1918 à 116 en 1922, 159 en 1923, 40 en 1925, 59 en 1929, et il cesse d'être un parti naturel de gouvernement. En 1933, à l'initiative de Sir John Simon, le Parti libéral national rejoint les conservateurs tandis que les libéraux radicaux préservent la tendance aujourd'hui encore représentée dans les Lib Dems, à savoir une sensibilité plus sociale que nationale. Cette scission définitive constitue, pour reprendre les termes de François Borella, l'arrêt de mort politique des libéraux. En 1935, libéraux nationaux, 5,4% et libéraux orthodoxes, 6,5%, sont écrasés au profit des travaillistes au sein d'un système qui se configure dans un bipartisme nouveau, conséquence de l'inexorable logique du mode de scrutin. C'est donc dans son programme et dans l'évanouissement de sa base sociale que François Borella trouve les causes du déclin du Parti libéral. Son programme l'a conduit à faire la réforme électorale et donc à donner le droit de vote à la classe ouvrière et aux femmes, à réaliser des réformes sociales en faveur des classes défavorisées, mais il ne prévoit pas les réformes économiques rendues nécessaires à la fois par les aspirations des classes laborieuses et par la crise économique de l'entre-deux-guerres. Le tarissement de sa base sociale s'ensuit. La classe ouvrière ne peut lui faire totalement confiance et les classes dirigeantes préfèrent appuyer les conservateurs dans la défense intelligente et souple de leurs intérêts. Pour François-Charles Mougel, en dépit du soutien d'une partie des classes moyennes et des intellectuels, dont Keynes, le parti souffre d'un épuisement doctrinal, que ne peut compenser la publication en 1929 d'un livre jaune prophétique, et de la concurrence de ses rivaux mieux accordés au clivage idéologique de la période. L'empreinte de Keynes et Beveridge. Si les libéraux se retrouvent ainsi confinés dans le rôle de ce que d'aucuns appellent un parti d'opinion rassemblant les mécontents, c'est pourtant dans l'immédiat après-guerre que se manifeste la capacité réformatrice des libéraux, lorsque John Maynard Keynes émerge comme le principal contributeur au nouveau libéralisme, et s'efforce de fournir aux libéraux une nouvelle philosophie de gouvernement offrant une alternative au capitalisme ou au socialisme pur. Son influence dépassera les limites du monde libéral. Autre acteur clé de cette période, William Beveridge, dont les rapports Social Insurance and Allied Service en 1942 et Full Employment in a Free Society en 1944 jettent les bases du welfare state britannique. Tudor Jones qualifie la pensée de Beveridge de social-libéralisme, définie comme une voie médiane entre l'individualisme extrême des conservateurs adeptes du libre marché et le collectivisme doctrinaire des socialistes. En tout état de cause, il apparaît que ce collectivisme libéral de Keynes et de Beveridge fournit les fondations intellectuelles et politiques du consensus politique britannique d'après-guerre sur le trépied de l'économie mixte, de l'État-providence et du plein emploi. Mais au lendemain de la guerre et au cours des 2 décennies qui suivront, la thématique libérale sera largement utilisée par le Parti conservateur qui, dans la foulée des travaux de Friedrich Hayek, s'efforce de restaurer l'esprit libéral dans les mentalités collectives en promouvant, à l'instar d'Harold Macmillan, une voie moyenne entre un socialisme contraignant et un libéralisme débridé. En dépit d'un éphémère mais impressionnant succès lors d'une élection partielle dans la circonscription de Orpington en mars 1962, le Parti libéral ne progresse que péniblement et reste perçu comme un parti tribunicien et en dépit de sa force de proposition positive, non comme un vecteur crédible du changement. Après la Seconde Guerre mondiale, des résultats contrastés mais un leadership relativement stable. Les libéraux ne disparaissent pas entièrement de la scène politique,
et certains d'entre eux resteront même en fonction au sein du cabinet de Winston Churchill au cours de la Seconde Guerre mondiale. Mais il n'en reste pas moins que le Parti libéral est depuis lors évincé du pouvoir, et que l'alternance joue exclusivement au profit des travaillistes et des conservateurs au fil des renouvellements de la Chambre des communes. Entre 1945 et 1974, la représentation parlementaire du LP oscille entre 6 sièges en 1951, 1955, 1959, 1970 et 12 sièges en 1966. Sa représentation en pourcentage connaît par contre des contrastes plus importants. Il décroche environ 9% en 1945 et 1950, chute aux alentours de 2,5% en 1951 et 1955, remonte à 5,9% en 1959 puis à 11,2% en 1964 avant des apostrophes. Amorcé un nouveau déclin en 1966, 8,5% et en 1970, 7,4%. 3 personnalités incarnent le leadership libéral à l'époque. Édouard Clément Davis, président de 1845 à 1956, Joe Grimond, président de 1956 à 1967, et Jeremy Thorpe, président de 1967 à 1976. Né le 19 février 1884 à Llanfilin, au pays de Galles, et après avoir poursuivi des études de droit au Trinity Hall de Cambridge, Édouard Clément Davis est élu député à la Chambre des communes pour la circonscription du Montgomeryshire en 1929. En 1931, alors que le mouvement libéral est divisé, comme nous l'avons vu, en plusieurs tendances, il devient une figure de proue des libéraux nationaux supportant le gouvernement, mais sous la pression de son prédécesseur Lord Davis, il quitte le parti en 1939. En 1942, il revient au Parti libéral dont il prend la direction en 1945, lorsqu'Archibald Sinclair perd son siège lors d'une défaite électorale qui voit les libéraux ne plus disposer que de 12 sièges à la Chambre des communes. Né en juillet 1913 à St Andrews, Joseph Grimond dirigea pour sa part le Parti libéral de 1956 à 1967, puis au cours d'un bref intérim en 1976 à la suite de la démission de Jeremy Thorpe, pris dans un scandale judiciaire. Il fut membre de la Chambre des communes pour la circonscription d'Orkney et Shetland, de 1950 à 1983. Enfin, Jeremy Thorpe, né le 29 avril 1929 dans le Surrey, avocat de formation, fut leader du Parti libéral de 1967 à 1976 et député à la Chambre des communes de la circonscription de North Devon de 1959 à 1979. Trésorier du parti depuis 1965, il succède à Joe Grimond. Il est élu par les militants avec le soutien de 6 des 12 députés que compte alors le Parti libéral. Il se révèle un ardent défenseur des droits de l'homme, notamment contre l'apartheid en Afrique du Sud, et se prononce pour l'entrée du Royaume-Uni dans la communauté européenne. Le renouveau des années 70 et l'éphémère pacte Lib-Lab, 1977 à 1979. Si les élections législatives de 1970 sont décevantes, Jeremy Thorpe mène par contre le Parti libéral à un résultat très prometteur en 1974 avec 19,3% des voix. Il repousse une offre du Premier ministre conservateur sortant, Edward Heath, d'entrer au gouvernement au sein d'une coalition. Le LP remporte en effet son premier grand succès d'après-guerre lors des législatives de février 1974, s'adjugeant 19,3% des voix, percée qu'il confirme en octobre 1976 avec 18,3% des voix. Mais ces deux excellents résultats ne lui permettent toutefois de décrocher respectivement que 14 et 13 sièges aux communes. De plus, les libéraux rejettent la proposition du leader conservateur Edward Heath de constituer un gouvernement de coalition avec les Tories. Yves Lacoste analyse ces poussées aussi remarquables qu'éphémères comme une remise en question d'un bipartisme, jusque-là considéré comme fondamental, résultant des réalités sociologiques et de l'affrontement de deux classes aux intérêts économiques opposés. Après avoir été successivement détenu par Clément Davis, 1945 à 1956, Joe Grimond, 1956 à 1967 et Jeremy Thorpe, 1967 à 1976, le leadership du parti est repris par David Steele, premier président élu directement par les membres.
Né le 31 mars 1938 à Kirkcaldy en Écosse, David Martin Scott Steele fut élu député à la Chambre des communes en 1965. Il devient le leader du groupe parlementaire Chief Whip. Il prend la direction à partir de 1976 à la suite de la démission de Jeremy Thorpe. Il entend donner au LP le profil d'un parti responsable, capable d'assumer pleinement des charges gouvernementales. L'occasion lui est offerte au début de l'année 1977, lorsque, moins d'un an après son accession au pouvoir, le Labour perd sa majorité absolue suite à plusieurs défaites lors d'élections partielles. Le 23 mars 1977, le Premier ministre James Callaghan et David Steele concluent un accord de soutien parlementaire, dit Pacte Lib-Lab, par lequel le gouvernement s'engage à consulter le LP sur tous les projets de loi importants et à présenter aux communes un projet de loi visant à l'instauration de la représentation proportionnelle pour l'élection du Parlement européen. Mais le manque d'enthousiasme du gouvernement à soutenir son propre projet, et les dissensions au sein du Labour n'en permettront pas l'adoption. Les élections législatives de mai 1979 consacrent le désaveu du gouvernement Callaghan. Le Labour ne décroche que 36,9% des voix, et 269 sièges, pour 43,9% des voix au Parti conservateur, dont le nouveau leader, Margaret Thatcher, accède au 10 Downing Street. Le Premier ministre va alors, fait rare, donner son nom à une véritable doctrine dont le retentissement débordera largement du continent européen. Le thatcherisme que François-Charles Mougel définit comme un discours de refus contre les facilités du consensus et du déclin, un discours de combat contre les idéologies adverses et particulièrement contre les idées socialisantes qui ont dominé la vie politique et partisane depuis 1945. Ce thatcherisme reprend les tons autoritaires, moralisateurs et nationalistes du toryisme traditionnel, tout en adoptant la thématique qualifiée de néolibérale. Mais le thatcherisme se veut aussi et surtout pragmatique, ce qui lui permettra de s'imposer progressivement au sein du Parti conservateur. Cette élection constitue un échec cuisant pour le LP qui, avec 13,8% des voix et 11 sièges seulement, perd 5% des voix et 3 sièges, dont celui de son ancien leader Jeremy Thorpe. S'il est vrai que les résultats du LP sont traditionnellement plus faibles lorsque le Parti conservateur est dans l'opposition, il n'en reste pas moins que le pacte Lib-Lab n'a pas séduit les électeurs centristes. Dans ses mémoires, l'ex-premier ministre Margaret Thatcher soulignera, non sans cruauté, que l'élément crucial de la vanité joua dans la conclusion de cet accord un rôle essentiel, car même si le pacte Lib-Lab fit beaucoup de mal aux libéraux, sans faire beaucoup de bien à Jim Callaghan, il donna certes aux porte-parole du Parti libéral l'illusion grisante qu'ils étaient importants. Lors des élections européennes de juin 1979, le Liberal Party obtient 13,1% mais aucun siège. Les conservateurs s'adjugent 48,4% des voix et 60 sièges sur 78, les travaillistes 31,2% des voix, 17 sièges, et le SNP 1,9% un siège. Le rapprochement avec les sociaux-démocrates. L'alliance LP-SDP, 1981-1988. Pour répondre à cette défaite, le Labour se donne, en novembre 1980, un nouveau leader, Michael Foot, qui imprime au Parti travailliste une orientation nettement plus à gauche, dont les éléments les plus spectaculaires sont de prévoir le retrait de la Grande-Bretagne de la Communauté européenne, des nationalisations ou l'abandon unilatéral des armements nucléaires. Dès le 1er août 1980, la contestation éclate au sein même du Labour dont 3 anciens ministres, Shirley Williams, David Owen et William Rogers, estiment qu'il conviendrait au contraire de rejeter la lutte des classes et de réaffirmer l'attachement à la démocratie parlementaire et à l'économie mixte. Bientôt rejoint par Roy Jenkins dès la fin de son mandat de président de la Commission européenne, il publie le 25 janvier 1981 la déclaration de Limehouse, par laquelle ils annoncent leur intention de quitter le Parti travailliste et de constituer un Council for Social Democracy, fort du soutien de 14 députés travaillistes et de 20 membres de la Chambre des Lords. Le 26 mars 1981, ils fondent le Social Democratic Party, SDP, dont la représentation parlementaire s'élargit en octobre 1981 à 8 nouveaux députés travaillistes ainsi qu'à un député conservateur.
Le SDP se présente alors comme un parti de centre-gauche qui vise à modifier le système politique par l'introduction de la représentation proportionnelle. Il réitère sa confiance en l'économie mixte et en la participation de la Grande-Bretagne à la Communauté européenne et à l'Alliance atlantique. La création du SDP pose un problème existentiel au LP qui craint que les sociodémocrates ne capitalisent les dividendes d'actions menées de longue date par les libéraux eux-mêmes. Plutôt que la confrontation, David Steele choisit la coopération avec le SDP, suivant en cela la stratégie définie jadis par son mentor Joe Grimond qui souhaitait un réalignement non socialiste au centre-gauche. Mais il espère aussi profiter de la capacité du SDP à récupérer certaines franges de l'électorat travailliste inaccessibles aux libéraux. Plus fondamentalement, David Bell observe à cette époque un réalignement politique qui offrit au Parti libéral des opportunités politiques sans précédent depuis les années 20. En effet, le virage à gauche des travaillistes et l'inclinaison du Parti conservateur vers la droite ouvrit aux libéraux un espace politique au centre de l'échiquier politique. Le libéralisme britannique se trouve ainsi enrichi d'un apport incontestable de la part de la social-démocratie, qui trouve en quelque sorte ses racines dans l'acceptation de l'État-providence par les libéraux. Si l'on considère la social-démocratie comme une tentative de concilier les meilleurs aspects de l'État et du marché, on remarquera que son développement en Grande-Bretagne doit beaucoup aux Fabiens et aux premiers socialistes, davantage préoccupés par les questions éthiques que par l'économie, avec lesquels les sociodémocrates partagent le constat qu'une société injuste ne peut être réformée par la seule redistribution économique. Si l'on remonte à son développement au début du XXe siècle, on observera encore que la tradition social-démocrate n'est pas sans liens historiques avec la tradition libérale, puisque dans les années 20, de nombreux libéraux aux inclinations social-démocrates, y compris un certain nombre de députés, quittèrent le LP pour rejoindre le Labour. Les fondateurs du SDP estimaient, nous l'avons vu, que la social-démocratie était devenue un objectif inatteignable au sein du Labour, en particulier après la période troublée de 1974 à 1979 et l'échec des élections de 1979. Pour Justin Fisher, il s'agissait de distinguer clairement la social-démocratie du socialisme démocratique, en acceptant et en promouvant le rôle du secteur privé dans une économie mixte, mais aussi en offrant une approche plus internationaliste à l'égard de la CEE, de l'OTAN et de l'ONU. La constitution d'une alliance entre le LP et le SDP se trouve formalisée dans une déclaration commune, publiée le 16 juin 1981 sous le titre « A Fresh Start for Britain », par laquelle les deux partenaires s'engagent à ne pas s'opposer lors des élections et à opérer une distribution concertée des candidats respectifs. Si l'Alliance décroche environ 27% des voix lors des élections locales de 1982, cette percée en voix ne se traduit toutefois pas par une progression en sièges. Le SDP perd même une partie des sièges apportés par les transfuges du Parti travailliste, et seuls les libéraux récoltent quelques gains. Lors des élections européennes de juin 1984, l'Alliance récolte 19,6% mais toujours aucun siège. Le manifeste de l'Alliance pour les élections législatives du 9 juin 1983 vise à briser le moule de la politique britannique en mettant fin au bipartisme, à réduire le chômage par une politique soutenue de croissance, par une augmentation sélective des dépenses publiques et une réduction de la fiscalité, à assurer la protection de l'environnement sur la base du principe pollueur-payeur, à introduire la représentation proportionnelle, avec vote préférentiel du single transférable vote, à réaffirmer le principe de la sécurité collective et de l'engagement vis-à-vis de l'OTAN, à confirmer l'appartenance à la communauté européenne et l'augmentation de l'aide publique aux pays les plus pauvres. Alors que les Tories confirment leur majorité absolue avec 43,4% des voix contre seulement 28,2% au Labour, l'Alliance récolte 25,9% des voix, soit un net progrès par rapport aux 13,8% du seul LP en 1979, et 23 sièges, inégalement répartis entre ces deux composantes. Avec 17 sièges, le LP préserve essentiel de sa représentation tandis que le SDP ne retrouve que 6 des 29 sièges qu'il détenait. Ce déséquilibre accroît les tensions entre les deux partenaires, d'autant que lors des différentes élections locales et législatives partielles organisées en 1985,
la formation libérale obtient de meilleurs résultats grâce à son implantation plus ancienne et à l'activité de ses militants, alors que le SDP, qui compte pourtant dans ses rangs de nombreux anciens ministres, apparaît moins bien implanté dans le pays. Mais d'autres éléments sont plus encourageants, puisque certaines lignes de force se dégagent au sud et à l'ouest de l'Angleterre où l'Alliance devient le premier parti d'opposition aux conservateurs. De plus, l'émergence de l'Alliance s'est principalement opérée au détriment du Labour. Ainsi, les analystes estiment qu'entre 1979 et 1983, quelques 9% de voix du Labour se seraient ainsi reportées sur l'Alliance, principalement au profit de candidats du SDP. Par contre, l'Alliance n'est guère parvenue à séduire l'électorat conservateur que l'issue victorieuse de la guerre des Malouines avait soudé derrière son Premier ministre Margaret Thatcher. Sous la houlette de son nouveau leader David Owen, moins proche du libéral David Steel que son prédécesseur Roy Jenkins, dont la carrière politique est désormais terminée, le SDP entreprend de souligner sa propre spécificité alors que jusque-là, il donnait l'impression de vouloir revenir au consensus d'après-guerre, le buckélisme. Il s'efforce désormais d'esquisser un programme de thatchérisme à visage humain et de jeter les bases d'une économie sociale de marché à l'allemande. Mais les législatives de 1987, qui voient les conservateurs remporter leur troisième majorité absolue d'affilée, avec 42,3% des voix et 376 sièges, pour 229 sièges et 30,8% des voix aux travaillistes, constituent un échec pour Alliance qui recule en voix, 22,6% au lieu de 25,4% et perd un siège, 22 au lieu de 23. Les analystes estiment que les dissensions internes sur les questions de défense, un thème auquel l'électorat britannique reste sensible, constituent l'une des raisons de cet échec. En effet, alors que David Owen et le SDP restent favorables au maintien de la dissuasion nucléaire, au moins comme élément de marchandage dans les négociations sur le désarmement, les libéraux cachent mal leur hostilité au nucléaire et restent séduits par l'option de désarmement unilatéral du Labour. Le fragile compromis inscrit dans le manifeste électoral de l'Alliance n'a pas manqué d'entamer sa crédibilité en tant que parti de gouvernement. Les deux partis n'avaient d'ailleurs pas la même image d'eux-mêmes. Le SDP se considérait comme un parti centriste, entre les travaillistes et les conservateurs, soutenant l'essence du consensus d'après-guerre. Pour leur part, les libéraux, que la presse qualifiait volontiers de parti protestataire, se considéraient comme un parti progressiste, innovateur, offrant une alternative radicale et non socialiste aux deux grands partis. Les deux partis apparaissent aussi différents en ce qui concerne leurs membres. Les libéraux tendaient à être un parti géographiquement, socialement et culturellement, de la périphérie, et leur soutien électoral dans les années 70 était essentiellement protestataire ou provenait d'électeurs attirés par un seul thème de son programme. Le SDP était pour sa part le parti du centre méritocratique, attirant les classes moyennes professionnelles qui ne se reconnaissaient pas dans la polarisation gauche-droite. Moins enclin que les libéraux à s'accorder sur la nécessité d'un changement radical, il soutenait un certain réformisme technocratique. L'apparition de l'Alliance permit d'amalgamer ce soutien électoral, essentiellement concentré dans les classes moyennes professionnelles, le secteur public et les classes les plus éduquées, The Upwardly Mobile Meritocrat. La création du Social Liberal Democratic Party, SLDP, puis des Liberal Democrats 1988. Les deux partis entament alors des négociations visant à consolider leur alliance par une fusion en bonne et due forme. L'opposition affichée de David Owen n'empêche pas les membres du SDP de se prononcer par référendum en faveur de la fusion avec 57,4% des voix, comme le souhaitaient d'autres dirigeants historiques du SDP tels que Roy Jenkins, Shirley Williams ou William Rogers. Le 24 janvier, une assemblée libérale extraordinaire approuve les statuts du nouveau parti, baptisé Social Liberal Democratic Party, SLDP. Elle est suivie le 31 janvier par un congrès extraordinaire du SDP. Le nouveau SLDP est officiellement porté sur les fonds baptismaux le 3 mars 1988. Le parti prendra sa dénomination actuelle de Liberal Democrat ou Lib Dems en octobre 1988. En juillet 1988, le député Paddy Ashton est élu à la présidence par les militants avec 71,9% des voix, face à Alan Blett.
Né le 27 février 1941 à New Delhi en Inde, alors colonie britannique, Jeremy John Durham Ashdown est une personnalité aux multiples facettes. En 1983, il est élu pour la première fois membre du Parlement pour la circonscription de Yeovil. À la Chambre des communes, il est le porte-parole de l'Alliance pour les questions de commerce et d'industrie, puis pour les questions d'éducation. Surnommé Action Man, en raison de son passé dans les commandos de la Navy, Paddy Ashdown a travaillé pour le Foreign Office à Genève, puis dans l'industrie, avant d'être élu député libéral en 1983. Ashdown reprend les rênes d'un parti démoralisé, en pleine crise d'identité et au bord de la banqueroute financière. Très vite, la guerre du Golfe lui permet de démontrer l'étendue de ses connaissances en matière de politique étrangère et de défense, contribuant ainsi à consolider sa crédibilité. David Owen refuse de rejoindre la nouvelle formation et préserve les structures du SDP. Après avoir échoué dans un premier temps comme parti de masse, le SDP décide en mai 1989 de tenter de survivre comme une force de guérilla politique. Mais les résultats désastreux aux élections partielles en mars 1990 incitent le parti à s'auto-dissoudre, et son leader quitte la vie politique. Le premier test électoral des Lib Dems se révèle décevant. Lors des élections européennes de juin 1989, il ne décroche en effet aucun siège, avec seulement 6,4% des voix. Les conservateurs s'adjugent 33% des voix et 32 sièges, les travaillistes 39% des voix, 45 sièges, et le Scottish National Party SNP 2,6% un siège. Les Lib Dems abordent les élections législatives d'avril 1992 avec un programme très tranché par rapport à leurs concurrents. Ils visent à l'instauration de la représentation proportionnelle pour toutes les élections, à l'institution de parlements régionaux pour l'Écosse, le Pays de Galles et l'Angleterre, au remplacement de la Chambre des Lords par un Sénat et à l'adoption d'une déclaration des droits. En outre, le manifeste libéral propose un important programme de dépenses publiques en faveur des hôpitaux, des logements, des transports et de l'éducation, qui sera financé par une augmentation de l'impôt sur le revenu et par un recours à l'emprunt public. Il préconise encore l'indépendance de la Banque d'Angleterre, ainsi que le démantèlement des monopoles de British Telecom et de British Gas. Les résultats sont mitigés. Si les Lib Dems perdent 4,8% par rapport aux résultats de l'Alliance en 1987, 18,3%, ils préservent toutefois leurs 20 sièges, et sortent même renforcés du scrutin par rapport à 1987, puisqu'ils jouissent désormais de véritables bastions électoraux, et sont désormais le principal parti d'opposition aux conservateurs dans le sud et aux travaillistes dans le nord et le centre du pays. Notons que le Parti conservateur préserve sa majorité absolue pour la 4e fois d'affilée, même si avec 41,9%, soit une chute de 0,4%, il perd 40 sièges et ne dispose plus que d'une majorité de 21 sièges. Le Parti travailliste obtient 42 sièges de plus qu'en 1987, soit 271, avec un progrès modeste de 3,6% des voix, 34,4%. Les élections locales de 1993 sont autrement plus significatives, puisque les Lib Dems doublent presque leur représentation, et passent de 481 à 873 sièges. S'assurant le contrôle de 3 comtés et obtenant une majorité relative des sièges dans 8 autres, ils semblent enfin en mesure d'établir des zones de forte implantation électorale, dans le sud-ouest notamment. À l'issue des élections européennes de juin 1994, les Lib Dems récoltent leurs 2 premiers élus, Graham Watson et Robin Teverson, avec 16,1% des voix. Ils rejoignent bien entendu les bancs du groupe ELDR. Les conservateurs s'adjugent 27% des voix et 18 sièges, les travaillistes 42,6% des voix, 62 sièges, et le SNP 3% de sièges. Les libéraux démocrates à l'épreuve du blairisme, sous l'impulsion de Paddy Ashdown, 1997 à 1999, de Charles Kennedy, 1999 à 2006 ensuite. Parallèlement, le nouveau leader travailliste, Tony Blair imprime à son parti un aggiornamento, une 3e voie qui vise à refonder la social-démocratie dans un contexte international marqué par l'effondrement du rideau de fer et l'accélération de la mondialisation. Il réduit le rôle des syndicats au sein du parti.
Il convainc le Labour d'abolir la clause 4 de ses statuts, d'abandonner ses mythes fondateurs et de renoncer à la référence marxiste, à la propriété collective, à la lutte des classes au profit d'un modernisme pragmatique que d'aucuns qualifient de social-libéral. Il s'agit de substituer une logique de rupture à la logique de revanche d'un vieux modèle attaché aux valeurs de l'après-guerre et d'accepter la mondialisation économique, les privatisations, la montée de l'individualisme, la redéfinition du rôle de l'État. Les élections de mai 1997 seront enfin celles de la percée tant attendue des Lib Dems, qui passent de 18,2% à 21,4% des voix et surtout de 20 à 46 sièges. Cette nouvelle est toutefois occultée par l'éclatante victoire du New Labour qui, avec 43,2% des voix, envoie Tony Blair au 10 Downing Street. Les conservateurs chutent à 30,7% et entament une longue traversée du désert. Dès la refondation du parti, Paddy Ashton a annoncé que l'objectif ultime du parti était de s'affirmer comme l'alternative majeure aux conservateurs en tant que parti de gouvernement. Il s'est donc inspiré de l'attitude et du style de Joe Grimond dans les années 50, à la recherche d'un réalignement à gauche fondé sur la conviction que les idées libérales constituaient la seule base possible pour une opposition effective au conservatisme. Si l'écrasante victoire du Labour aux législatives de 1997 ruina les espoirs des Lib Dems de participer au gouvernement, Paddy Ashton a toutefois été, dès mai 1997, intimement associé par Tony Blair à l'action gouvernementale, de manière informelle mais aussi officielle. Depuis juillet 1997, 5 dirigeants libéraux, dont le leader, participent avec 7 ministres, dont le Premier ministre, à un comité mixte consultatif, qui a rang de comité du cabinet et se réunit dans la salle des séances du cabinet, au 10 Downing Street. Le but initial était de rapprocher les positions des deux partis sur le programme de réforme institutionnelle, mais progressivement, le champ de la coopération s'est élargi à certaines politiques publiques, éducation, santé, sécurité sociale, et à la construction européenne. Certains observateurs se demandaient, dès lors, si les Lib Dems faisaient encore partie de l'opposition. La déclaration commune signée par Tony Blair et Paddy Ashton en novembre 1998, et visant à un renforcement de la coopération entre le Labour et les Lib Dems, doit, pour Pippa Norris et Geoffrey Evans, s'apprécier dans une perspective à long terme qui vise à une modification, au-delà d'une seule législature, de l'ordre partisan à Westminster, où une coopération législative au centre-gauche permettrait la marginalisation à droite des conservateurs. En juin 1999, la modification du système électoral lors des élections européennes leur permet de décrocher 10 sièges, bien que chutant à 12,7%, un fort recul par rapport aux 16,1% de 1994. Les 10 élus des Lib Dems sont rejoints au sein du groupe ELDR en novembre 2000 par un député conservateur, William Newton Dunn. Graham Watson accède à la présidence du groupe ELDR en janvier 2002. Ce scrutin voit le Parti conservateur doubler sa représentation, de 18 à 36 sièges, avec une progression de 26,8% à 33,5%, alors que le Labour chute lourdement de 42,6% à 26,2% et de 62 à 29 sièges. Paddy Ashton renonce au leadership du parti en juin 1999 et cède sa place au député écossais Charles Kennedy, élu après une campagne interne assez longue. D'origine modeste, son père était fermier. Charles Kennedy est surtout connu pour avoir été élu à Westminster à l'âge de 24 ans seulement, en 1983, pour le compte du SDP dans la circonscription des Highlands. Il fut porte-parole de l'Alliance pour les questions de sécurité sociale en 1983 à 1987, puis de l'industrie et du commerce en 1988 à 1989, et enfin de l'agriculture en 1992 à 1997. Il n'était pas particulièrement bien disposé à l'égard de l'opposition constructive de Paddy Ashton, et promit même du sang sur le tapis si le parti se rapprochait trop du Labour. La stratégie développée par Charles Kennedy se révèle payante, puisqu'à l'occasion des élections législatives du 7 juin 2001, les Lib Dems remportent 18,2% des voix, mais surtout gagnent 6 nouveaux sièges. Ils en comptent désormais 52. Les stratèges libéraux considèrent que les gains des Lib Dems ne sont pas seulement des votes anti-Blair,
mais relève d'une politique d'implantation initiée dès 1983 et qui porte ses fruits, et ciblée sur des villes où les travaillistes étaient considérés comme vulnérables, comme Manchester, Leeds, Cardiff, Birmingham, Bristol et Glasgow. En dépit de la grave crise de la fièvre afteuse qui touche durement le monde rural, Tony Blair parvient à préserver sa majorité parlementaire. Avec 412 sièges, soit une perte de 6 sièges et 40,7% des voix, il devance toujours largement le Parti conservateur qui s'adjuge 31,7% des voix et 166 sièges, un gain d'un seul siège. Lors de la conférence du parti de septembre 2002, Charles Kennedy entend accélérer le processus. The process of building up the Liberal Democrat in British politics is more a marathon than a sprint. But now it's the time to quicken the pace. British politics is up for grabs in a way that it has not been for 100 years. À cette occasion, Charles Kennedy prend ses distances avec le rêve de Paddy Ashdown d'une union historique entre Labour et Lib Dems, estimant que le parti est désormais suffisamment fort pour reprendre le rôle de principale opposition aux Tories tout en érodant la base électorale du Labour. Après avoir lancé une attaque en règle contre Tony Blair, trampling on personal liberties and salami slicing away at our individual freedoms, il est sans équivoque lorsqu'il déclare au Guardian: I don't see a future in cooperating with Labour if all we achieve is the perception that the Liberal Democrats are bit part players in someone else's show. Les élections de juin 2004 voient une nouvelle progression des Lib Dems. Avec 14,9% des voix, ces derniers enregistrent un gain de 2 sièges, soit 12 eurodéputés. Le parti perd néanmoins son statut de troisième force politique du pays, pour la seconde fois depuis 1979, au profit des nationalistes eurosceptiques du United Kingdom Independence Party, UKIP, une formation qui milite pour le retrait de la Grande-Bretagne de l'UE. À l'issue de ce scrutin, Graham Watson est reconduit à la présidence du nouveau groupe ALDE, qu'il présidera jusqu'à l'arrivée de Guy Verhofstadt à la tête du groupe parlementaire en juillet 2009. Les élections européennes de juin 2004 furent largement influencées par des enjeux de dimension internationale, essentiellement le conflit en Irak. Principal allié des États-Unis dans la guerre d'Irak, le Premier ministre britannique Tony Blair fut sans doute le dirigeant en place qui eut le plus à pâtir de l'enlisement du conflit, des révélations sur l'absence d'armes de destruction massive ainsi que sur les actes de torture dans les prisons irakiennes. Le débat sur l'Europe s'est ainsi retrouvé une nouvelle fois occulté. Le quotidien Le Monde soulignait que le vote sanction contre l'équipe au pouvoir, habituel au cours de ce genre de scrutin intermédiaire, a été amplifié par le désir de punir le gouvernement pour sa politique irakienne. Les libéraux démocrates progressent de 11,8% et 10 sièges en 1999 à 15% et 11 sièges. Le Labour enregistre une baisse de popularité alors que les conservateurs, bien qu'arrivant en première position, reculent nettement par rapport aux 33,5% et 36 sièges qu'ils avaient obtenus en 1999. Le grand vainqueur du scrutin est sans conteste le UKIP. Comme l'indique Le Monde, pour la première fois, les deux grands partis britanniques ne parviennent pas à totaliser la moitié des suffrages exprimés. Ce piètre score commun en dit long sur la désaffection et la méfiance de l'électorat envers la classe politique, un sentiment populaire que l'UKIP a su parfaitement exploiter, à coups de slogans populistes. Si l'on ajoute la percée de l'UKIP et la bonne tenue des libéraux démocrates, on relève une fragmentation accrue des votes dans un paysage politique longtemps dominé par le bipartisme. Le Monde insiste d'ailleurs sur l'influence cruciale du mode de scrutin, uninominal majoritaire à un tour lors des élections législatives, ou à la proportionnelle lors des élections européennes, qui semble représenter et exprimer deux pays réels très différents. Si, à très court terme, cette montée de l'euroscepticisme a aidé Tony Blair à adopter une position stricte lors du sommet de Bruxelles du 19 juin, refus de la candidature de Guy Verhofstadt à la présidence de la Commission, refus d'étendre le vote à la majorité qualifiée aux questions fiscales et sociales, elle lui compliquera par contre la tâche lorsqu'il s'agira d'organiser, ainsi qu'il en a pris l'engagement, un référendum pour ratifier la Constitution de l'UE. En mai 2005, Tony Blair devient le deuxième Premier ministre, et le premier travailliste à remporter une troisième victoire consécutive aux élections législatives, un exploit qu'avait réalisé Margaret Thatcher dans les années 80.
avec 35,2% des voix, soit une chute de 5,5% et 356 sièges, moins 47 sièges. Le Labour garde une avance de 59 sièges sur les conservateurs qui ne progressent que très légèrement, à 32,3% et 198 sièges. Les Lib Dems sont la seule formation à réellement progresser à la fois en voix et en sièges, avec 22% des suffrages, plus 3,7% et 62 sièges, plus 11. Corinne Deloye estime que les Lib Dems doivent en grande partie leur succès à leur opposition à l'intervention militaire en Irak, se gagnant les faveurs des électeurs travaillistes qui souhaitaient sanctionner le Labour sans risquer une victoire des conservateurs. Ainsi, un sondage de l'Institut Maury révèle qu'un tiers des anciens électeurs travaillistes ayant voté libéral déclarent que la guerre en Irak a été un élément déterminant de leur vote. Les libéraux démocrates au gouvernement, 2009 à 2014. Début janvier 2006, Charles Kennedy est contraint à la démission après avoir admis un problème d'alcoolisme. Après 2 mois de campagne, Sir Menzies Campbell, numéro 2 sortant, est choisi comme nouveau chef de file par 57% des membres actifs du parti consultés par voie postale. Il démissionne néanmoins de la présidence du parti le 21 octobre 2007, suite à de mauvais sondages créditant les libéraux démocrates d'à peine 11% des voix ainsi qu'au désir avoué de Nick Clegg de briguer la présidence du parti. Né le 7 janvier 1967 à Chalfont-Saint-Gilles dans le Buckinghamshire, journaliste notamment pour le Financial Times, puis conseiller de Sir Léon Brittan, le commissaire européen au commerce, Nick Clegg fut député européen en 1999 à 2004, puis élu à la Chambre des communes dans la circonscription de Sheffield-Hallam en 2005. Le 18 décembre 2007, après avoir éliminé de peu son adversaire Chris Huhne, Nick Clegg accède ainsi à 40 ans à la présidence du parti. Cette accession à la tête des Lib Dems intervient dans un contexte de renouvellement de la classe politique britannique. En effet, le 27 juin 2007, Tony Blair annonce son retrait de la vie politique. Gordon Brown lui succède alors au 10 Downing Street. Quant aux Tories, ils sont alors dirigés, depuis 2005, par le jeune David Cameron. Dès 2009, certains médias britanniques relatent des réunions organisées en vue de permettre à l'administration et à la couronne de pouvoir faire face à un parlement suspendu, Hung Parliament, dans lequel aucune formation politique ne disposerait d'une majorité absolue. Gordon Brown lui-même évoque la possibilité d'un gouvernement de coalition dès janvier 2010. De plus, à l'issue des élections européennes de juin 2009, le parti recule avec 13,7% des voix, moins 1,2%, et perd un siège, 11. Un siège que les Lib Dems récupèrent en mars 2010, lorsqu'Edward Macmillan Scott quitte les conservateurs pour rejoindre les rangs libéraux-démocrates. Graham Watson se voit quant à lui désigné à la présidence de l'ALDE, le 25 novembre 2011. Le tournant de cette campagne électorale fut incontestablement le premier débat télévisé entre les 3 principaux candidats au poste de Premier ministre. Au cours de ce débat, c'est Nick Clegg qui tirera le mieux son épingle du jeu, plusieurs observateurs n'hésitant pas à évoquer une véritable Cleggmania au lendemain de sa prestation. Il faut dire que les libéraux démocrates apporteront un vent de fraîcheur dans la campagne, Nick Clegg n'hésitant pas à poser le parti en alternative aux 2 vieux partis qui gouvernent depuis des décennies. Mais la Cleggmania ne se traduira pas dans les urnes. Au contraire, le soir du scrutin le 6 mai 2010, les Lib Dems, bien que grappillant 1% de voix de plus qu'en 2005, obtenant ainsi 23% des suffrages, perdent 5 sièges à la Chambre des communes avec désormais 57 sièges. Les causes pour expliquer ce résultat en demi-teinte, certains sondages allant jusqu'à créditer les Lib Dems de 31% d'intention de vote après le second débat télévisé, sont multiples. Diverses études évoquent pêle-mêle des sondages ayant surestimé les intentions de vote des électeurs en faveur des Lib Dems, une absence de prise en considération des possibilités in fine limitées, de conquérir de nouveaux sièges tant en termes de moyens sur le terrain que du fait du nombre limité de circonscriptions susceptibles d'être conquises ou encore la volatilité des électeurs ayant alimenté le bond des Lib Dems dans les sondages, sans que ces derniers arrivent à les fidéliser. Malgré tout, le soir des élections, le Hung Parliament issu des urnes, le premier depuis 1974, donne aux Lib Dems un rôle de faiseur de roi qui leur permet d'être courtisés tant par les travaillistes, 29% des voix,
en baisse de 6,2%, soit 258 sièges, moins 91 sièges, que par les conservateurs, 36,1% des voix, en hausse de 3,7%, soit 306 sièges, plus 97 sièges, bien que l'hypothèse d'une alliance avec les premiers apparut peu crédible aux observateurs. En effet, sauf à former une coalition hétéroclite avec d'autres petits partis, une alliance entre les libéraux-démocrates et les travaillistes aurait débouché sur un gouvernement minoritaire à la Chambre des communes, alors que l'alliance avec les conservateurs leur donnait l'opportunité de disposer d'une majorité des sièges. Peu après les élections législatives, Nick Clegg fut donc mandaté par son parti pour rencontrer ses adversaires électoraux et négocier une éventuelle alliance. Dès le 9 mai 2010, David Cameron et Nick Clegg discutèrent, à l'abri des médias, des conditions de la formation éventuelle d'un gouvernement de coalition. Le point d'orgue de ces tractations politiques est intervenu quelques jours plus tard avec la signature entre les chefs du Parti conservateur et du Parti libéral-démocrate d'un accord de coalition qui permettait ainsi à David Cameron d'accéder au 10 Downing Street et à Nick Clegg d'obtenir le titre de vice-premier ministre. Le 25 mai 2010, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du nouveau Parlement et du traditionnel discours du trône, la reine a ainsi pu présenter aux parlementaires le programme du gouvernement de coalition des conservateurs et des libéraux-démocrates, achevant l'instauration officielle de cette nouvelle coalition. La législature est marquée par une série de tensions, notamment à propos de la place du Royaume-Uni dans l'Union européenne ou encore sur la réforme, avortée, de la Chambre des Lords suite à une rébellion d'une centaine d'élus conservateurs. Les libéraux-démocrates ont également essuyé un cuisant revers, à l'occasion du référendum du 5 mai 2011 sur le remplacement du mode de scrutin par un scrutin alternatif. Le non l'emporta finalement par plus des 2/3 des votants, affaiblissant ainsi durablement les libéraux dont l'un des principaux objectifs fut manqué dès le début de la coalition. La déroute de 2014 à 2015 et le retour dans l'opposition. Les élections européennes de mai 2014 voient la victoire du parti eurosceptique UKIP, United Kingdom Independence Party, avec 26,8% des voix et 24 sièges, soit plus 10,7% et plus 11 sièges. Les Lib Dems enregistrent une véritable déroute, puisqu'ils ne récoltent que 6,61% des voix, ne conservant qu'un seul et unique siège, moins 11, au profit de Catherine Bearder. Le Labour progresse lui aussi de 15,3% à 24,7%, plus 9,4% et de 13 à 20 sièges, plus 7. Les Tories limitent les dégâts avec 23,3%, 3,7% et 19 sièges, 6. Bien qu'en reculant à 7,7%, soit 0,7%, les Greens gagnent un siège, ils passent de 2 à 3. Le Plaid Cymru gallois et le SNP écossais conservent intacte leur représentation au PE, au contraire du BNP qui en disparaît. Outre une vague eurosceptique généralisée en Europe, certains y voient la conséquence d'un très mauvais choix tactique de Nick Clegg au cours de la campagne électorale. Celui-ci avait en effet proposé un débat l'opposant au leader de l'UKIP, Nigel Farage, lequel était, au dire de la plupart des observateurs, sorti vainqueur d'un débat où le plaidoyer pro-européen des Lib Dems aurait été difficilement audible dans un pays de plus en plus marqué par l'euroscepticisme. Certains y voient une sanction des électeurs des Lib Dems à la participation de leur parti à la coalition gouvernementale menée avec les Tories. Malgré ces tensions, parfois vives, libéraux démocrates et conservateurs réitérèrent régulièrement leur volonté de poursuivre la coalition jusqu'aux élections de mai 2015. Alors que les sondages prédisaient un nouveau Hung Parliament avec en prime un match nul entre travaillistes et conservateurs, les élections du 7 mai 2015 voient la victoire de ces derniers, lesquels, avec 36,9% des suffrages, plus 0,8%, remportent la majorité absolue des sièges à la Chambre des communes, 331 sièges, plus 25. Si les travaillistes augmentent légèrement leur score en nombre de voix, récoltant 30,4% des suffrages, en hausse de 1,4%, la déroute enregistrée par leurs candidats dans les circonscriptions écossaises au profit des indépendantistes du SNP qui réalisent un score historique et obtiennent ainsi 56 sièges aux communes, soit 50 sièges de plus qu'U'. En 2010, entraîne une perte significative de sièges, le Labour ne recueillant plus que 232 sièges, soit 26 sièges de moins, son plus mauvais résultat depuis 28 ans.
Les libéraux démocrates, pour leur part, connaissent une défaite historique, ne recueillant plus que 7,9% des suffrages, un tiers de leur score de 2010, et perdant à cette occasion 80% de leurs sièges, à peine 8 sièges, 49 de moins qu'en 2010, soit leur plus mauvais score depuis 1970. À l'instar du leader travailliste Ed Miliband, Nick Clegg n'a d'autre choix que annoncer sa démission de la présidence des Lib Dems, rejetée dans l'opposition. Il est remplacé par Timothy James Farron, élu de la circonscription de Westmoreland and Lonsdale, qui s'impose face à Norman Lamb avec 56,5% des voix. Tout ou presque est à reconstruire. Quelles sont dès lors ses perspectives stratégiques ? Depuis plus d'un demi-siècle, la stratégie des libéraux s'appuyait sur la double hypothèse qu'un Parlement sans majorité absolue, le fameux Tongue Parliament, et un parti libéral fort leur permettrait de s'imposer comme un partenaire incontournable d'une coalition au sein de laquelle ils auraient négocié leur place en position de force. Parmi les exigences primordiales des libéraux figurait évidemment une modification du mode de scrutin, avec l'introduction d'une plus grande représentation proportionnelle. Or, la victoire écrasante du non, à l'occasion du référendum de mai 2011 relatif au remplacement du scrutin majoritaire à un tour par un scrutin à vote transférable, conjuguée à la victoire des conservateurs lors du scrutin de 2015 et à la majorité parlementaire homogène résultant de ce scrutin, a sans doute donné un coup d'arrêt à cette perspective. De plus, l'échec enregistré lors des élections législatives de 2015 démontre que la participation à une coalition dans le cadre d'un Hung Parliament n'est pas la garantie d'une implantation à long terme comme partenaire de gouvernement. Le positionnement des Lib Dems sur l'échiquier politique suscite de nombreux débats, y compris dans leurs propres rangs. Pour certains, les Lib Dems seraient un parti centriste. Ainsi, David Bell dresse le portrait d'un parti de centre-gauche, branché sur la classe moyenne, mais incapable de trouver une niche permanente dans le système politique national. L'assertion doit être sérieusement tempérée, comme le fait John Stevenson, car cette formation ne fut jamais un parti centriste en termes idéologiques conventionnels, et rarement sur des sujets particuliers, même si un tel label fut sans doute confortable pour les commentateurs et analystes. Les libéraux se veulent essentiellement une force moderniste, en particulier sur des thèmes économiques et sociaux. Pour le Guardian, l'avenir des Lib Dems se situe comme parti libéral de gauche, offrant un programme blairiste, d'efficacité économique et de justice sociale mêlé de politique libérale sur les libertés individuelles et les questions internationales. Seule la perspective d'un nouveau blocage politique au lendemain de futures échéances électorales, à l'instar de celui brandi à tort par les instituts de sondage et les médias britanniques tout au long de la campagne électorale précédant le scrutin de 2015, pourrait à terme avoir raison du scrutin majoritaire et chambouler la vie politique britannique en offrant, qui sait, un rôle d'arbitre à des formations telles que le SNP ainsi qu'aux libéraux démocrates, pour autant que ces derniers se relèvent de leur défaite historique de 2015. Force aussi est de constater l'implantation grandissante du UKIP. En tout état de cause, on peut se ranger à l'analyse de David Bell, lorsqu'il conclut que la durée de vie du parti en témoigne. Les libéraux démocrates ont des atouts forts dans le système partisan de la Grande-Bretagne. Mais leur incapacité à réaliser une percée au cœur de la vie politique, à Westminster, indique aussi leur faiblesse, en dépit de succès et d'erreurs d'appréciation. Prédire leur avenir politique est impossible, et ce serait même inutile. Le système partisan britannique. Les clivages fondateurs du système partisan britannique. Avant d'aborder les clivages fondateurs du système partisan britannique, il convient de rappeler, comme le fait François-Charles Mougel, que celui-ci est le reflet d'un pragmatisme idéologique qui explique notamment l'absence de partis extrémistes. À la fin du XIXe siècle, les choix programmatiques des conservateurs comme des libéraux se réalisent dans un champ idéologique relativement étroit de nature à faciliter tant l'alternance que la continuité. Au tournant du siècle, le système partisan britannique apparaît fondé sur 3 clivages principaux: la conscience de classe, l'appartenance religieuse et le concept d'impérialisme. La Grande-Bretagne victorienne avait en effet vu la croissance des artisans et des petits entrepreneurs. Néanmoins, la structure de classe reste, pour reprendre l'expression de Justin Fisher, celle de l'outsider, et trouve chez les libéraux un foyer pour aspirants capitalistes.
En termes de classe, notons encore le soutien initial accordé par certains syndicats aux libéraux, en particulier dans le chef des mineurs qui font élire 2 candidats libéraux aux communes en 1874. Le clivage religieux se présente dans une configuration différente de l'Europe continentale. Il ne sépare en effet pas catholiques et protestants. La Grande-Bretagne est très largement protestante, pas plus qu'il ne concerne la sécularisation, la participation était très répandue. Il distingue en fait les églises non conformistes, proches des libéraux, de l'église anglicane dominante. Pour George Breckenridge, la dimension réformatrice ou conservatrice des différents partis rencontrait assez bien les expériences historiques contrastées et la conception du monde, des 2 camps religieux, perpétués, du moins en Angleterre jusqu'au début du XXe siècle, par la prédominance d'un réseau scolaire géré par l'Église. Pour Justin Fisher, le Parti libéral parut aux églises non conformistes le meilleur moyen pour lutter contre les discriminations dont elles faisaient l'objet. Le 3e clivage, celui de l'impérialisme, se posa en particulier vis-à-vis de l'Irlande. Nous avons vu que la Home Rule divisa le Liberal Party favorisant l'émergence des libéraux unionistes. Si le clivage social atteint son apogée lors des élections de 1945 à 1955, les clivages territoriaux, notamment avec la sécession de l'Aire, et religieux tendent à perdre de leur importance dans l'entre-deux-guerres. Mais l'évolution socio-économique intervenue depuis les années 50 modifie progressivement les termes du clivage social. Les changements industriels et économiques réduisent la force numérique de la main-d'œuvre ouvrière et syndiquée, noyau du labour, tandis que le secteur des services prend la place d'une industrie manufacturière, construction navale, industrie automobile, mines, qui elle-même se modifie structurellement. Ainsi, l'urbanisation et la montée du secteur des services, près du quart de la production nationale, ont grossi les rangs d'une classe moyenne bien implantée dans le Sud et qui compose désormais 60% du corps électoral. Un système bipartite. Le régime parlementaire britannique fut longtemps défini comme un modèle de bipartisme, two-party system, à savoir un mode de gouvernement parlementaire assuré par un parti sous le contrôle d'un autre parti et l'arbitrage des électeurs. Ce serait donc un système de partis politiques dans le cadre duquel 2 partis seulement sont en situation de remporter les élections nationales et de diriger le pays jusqu'aux élections suivantes. Ces derniers auraient ainsi une vocation majoritaire et alternent plus ou moins régulièrement au pouvoir, le parti battu constituant l'opposition. La situation est néanmoins plus complexe, à tel point que le système partisan britannique fait l'objet d'une analyse contrastée de la part des politistes, qui ne s'accordent pas pleinement. Justin Fisher distingue 3 phases dans le développement du système partisan britannique. Une domination largement conservatrice et libérale dans les années 1880 à 1920, une prépondérance conservatrice et travailliste avec des gouvernements d'unité nationale, depuis le milieu des années 20 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et enfin une alternance des conservateurs, 1951 à 1964, 1970 à 1974, 1979 à 1997, et des travaillistes, 1945 à 1951, 1964 à 1970, 1974 à 1979 et 1997 à 2010, depuis 1945. David Bell préfère pour sa part considérer la quasi-totalité du XXe siècle dans son ensemble, et soutenir que la Grande-Bretagne connut un système à parti dominant. Analysant la période 1945 à 1979, Paul Webb et Justin Fisher concluent pour leur part qu'en dépit d'un conflit apparent entre les 2 grands partis, un degré significatif de consensus politique permit d'encourager une culture politique nationale relativement homogène. Depuis le milieu des années 70, la littérature scientifique remet en cause la classification du système britannique comme un two-party, two-class system, où les 2 grands partis absorbent jusqu'à 90% des voix, avec un clivage social très prononcé et une influence décisive du système électoral first past the post. Ainsi, Justin Fisher soutient que depuis les années 70 et l'émergence des libéraux et des partis nationalistes, essentiellement le Scottish National Party et le Plaid Cymru gallois, le système bipartite aurait évolué vers un système à 2 partis et demi. À l'appui de sa démonstration, il observe des déalignements de classes, le développement de clivages nationalistes en Écosse et au Pays de Galles,
L'érosion de la domination des deux grands partis. Dès 1983, ils ne représentent ensemble plus que 70% de l'électorat. L'apparente dislocation du consensus politique au début des années 80 et enfin les critiques croissantes à l'encontre du système électoral. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.